Il est de retour pour toi à qui il manquait. Papo Flourado spécial répondant à 100 questions sur Harry Potter. Et on ne va pas trop traîner, ce sont 100 questions, la vidéo est plus longue. Allons directement à la première, qui vient de cette personne appelée Nagimi. Salut Kako, ça va bien avec toi? Ça va bien, et toi? Félicitations pour la petite sorcière, je suis vraiment fan de ton travail. Merci beaucoup. Un Horcrux affecte-t-il une personne en fonction de son propriétaire? Puisque Voldemort était un sorcier des ténèbres, est-ce pour cela qu'ils affectaient les autres de cette façon? Et si oui, sont-ils affectés selon le caractère? Écoute, non, ça n'existe pas. On n'a pas de comparaison avec d'autres Horcruxes, ni avec d'autres sorciers qui ont créé des Horcruxes. Parce que la seule personne dont on sait qu'elle a créé des Horcruxes en dehors de Voldemort, c'est Herpo le Sale lui-même, qui a été le premier créateur de la Horcrux. Nous n'avons connaissance d'aucun autre sorcier qui ait pratiqué une magie aussi maléfique. Donc on ne peut pas comparer, mais je pense que non. La Horcrux, puisqu'il s'agit d'un artefact issu d'une intention très maléfique, je pense qu'elle affecte déjà la personne, peu importe qui l'a créée. Une chose est sûre, parmi les Horcruxes de Voldemort, le journal était le plus persuasif. Mais cela était bien plus une propriété du journal lui-même, de la façon dont Tom Jedusor a enchanté ce journal, que le fait qu'il soit une Horcrux. Bien sûr, le fait qu'il soit une Horcrux aidait, oui, mais c'est bien plus une propriété du journal de faire cela. Le médaillon aussi affectait, n'est-ce pas, ceux qui l'utilisaient, justement parce qu'ils l'utilisaient, tu vois, en le mettant autour du cou et tout ça. Mais je crois que n'importe quel Horcrux aurait cet effet, tu sais, de rendre la personne un peu bizarre dans sa tête. Et la prochaine question vient d'Héloïse. Salut Kako, ça va? Moi ça va, et toi? Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'archives, de photos, de lettres, de livres, etc., de Liliane et de Thiago à Poudlard, et en général? Après tout, c'était des sorciers extrêmement puissants et forts, en plus d'être des étudiants exceptionnels. PS, j'aurais aimé voir Harry les connaître davantage. Attention, on pourrait croire, waouh, ils étaient puissants, donc historiques. Mais ce n'était pas le cas. Oui, c'était des sorciers talentueux et érudits, mais très jeunes, tu vois. Je pense qu'ils n'avaient pas à être aussi importants. Prenons un exemple dans ton école, l'école où tu as étudié. Il y a sûrement eu des personnes dans ton école qui se sont distinguées avant toi. Tu les connaissais? Elles étaient remarquées d'une certaine manière. Elles étaient là dans les archives en photo ou quelque chose comme ça. C'est très rare que ça arrive, tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça. Parce que même s'ils étaient exceptionnels, selon ceux qui vivaient avec eux, c'était des gens ordinaires. C'était aussi des sorciers ordinaires, pas des Dumbledore, tu vois, qui lui est super célèbre et tout ça. Ils sont devenus bien plus célèbres après que Voldemort ait tué ces deux pauvres-là. Je pense que c'est la raison principale. Et puis bah, après qu'ils aient été tués, je pense que l'attention s'est beaucoup plus portée sur Harry, tu vois, qui a survécu et tout ça. D'ailleurs, Harry est mentionné dans certains livres modernes, comme Hermione le dit tout de suite dans le Poudlard Express, tu vois. Mais les Potter eux-mêmes, les parents, ne sont pas autant mentionnés en dehors de Harry. Parce que Harry était le grand mystère là, tu vois. C'est du moins ce que je crois, la raison pour laquelle je le pense. Diana a demandé. Alors Kako, ça va? Ça va et toi? Le sortilège reparo existe déjà, d'accord. Pourquoi les Weasley ne l'utilisent-ils pas sur leur fourniture d'occasion? Harry répare sa baguette, qui est un objet magique, avec ce sort, donc ça devrait parfaitement fonctionner sur des objets ordinaires. Bien à toi. Diana, voilà la situation. Harry utilise bien le sortilège reparo sur sa baguette. Mais il l'utilise avec la baguette de Suro, pas avec n'importe quelle baguette. D'ailleurs, quand il essaye de réparer avec d'autres baguettes, il n'y arrive pas. Et le sortilège reparo, il répare ce qui est cassé, il ne restaure pas. Tu sais, moi, si quelque chose se casse, tu utilises reparo, ça la répare. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera comme neuve, tu vois. La baguette de Harry, quand il l'a réparée, ce n'est pas comme s'il venait de l'acheter à l'instant et qu'elle brillait comme neuve. Alors, je pense que pour les vêtements, ça ne marcherait pas vraiment, tu vois. Parce que les vêtements n'étaient pas abîmés, ils étaient juste plus usés, c'est tout. Victor Tambaskia a dit ceci. J'ai vu une théorie qui dit que, pour faire un Horcrux, l'une des choses répugnantes du rituel est le cannibalisme. La théorie dit que Harry est devenu un Horcrux parce que Voldemort avait déjà accompli le rituel complet. Et le cannibalisme viendrait du morceau de peau du front qui est devenu la cicatrice en forme d'éclair. Qu'en penses-tu? Moi, je trouve ça complètement fou. Ce fameux éclair est simplement apparu parce que c'est par là que l'âme, le morceau d'âme de Voldemort, est entré dans Harry. Il n'y a donc aucune chance qu'il ait fait du cannibalisme ou cet éclair-là. Genre, laisse-moi manger ce bout de peau. Non, ce n'est pas ça. D'autant plus que Voldemort a créé l'Horcrux avec la mort de Mimi Géniard, et son corps n'avait aucune marque, rien du tout, hein, tu comprends? Donc non, non, non.
Je pense que ça peut même impliquer. J'ai déjà fait une théorie ici une fois sur le fait que le cannibalisme ferait partie du rituel. Mais parce que ce n'est pas forcément au moment de la mort qu'on l'utilise, tu vois. Ce n'est pas ça, tu l'as tué. Il faut utiliser sa mort immédiatement pour créer l'Horcrux. D'ailleurs, Voldemort, encore connu sous le nom de Tom Jedusor, il tue son père, et ce n'est qu'après qu'il transforme la bague en Horcrux. Il ne le fait pas tout de suite, tu vois. Il va demander là-bas à Slughorn s'il était possible d'en faire plus d'un et tout ça. Donc, je pense que le cannibalisme, si c'est utilisé après un certain temps, ça peut même impliquer de devoir déterrer le corps, ce genre de choses, tu vois. Ça peut arriver. Mais je ne pense pas que l'histoire de la cicatrice soit à cause de ça, non. Parce qu'on sait que la cicatrice est comme ça, parce que c'est par là que l'âme de Voldemort est entrée. TW, pendant le combat des 7 Potters, pourquoi au lieu d'y aller en balai jusqu'au terrier, ils n'ont tout simplement pas transplané là-bas? Pourquoi n'ont-ils pas créé un porte au loin? J'ai de nombreuses questions sur le transplanage. Pourquoi les parents de Harry n'ont-ils pas transplané quand Voldemort est venu? Ce sont effectivement des questions pertinentes. Mais voilà, le transplanage est traçable, le porte au loin aussi est traçable. Ils ne voulaient pas que Harry soit repéré pendant le transport jusqu'au terrier. Voilà pourquoi ils utilisent que des moyens non traçables, comme des balais, des sombrales, et s'y rendent en volant. Maintenant, pourquoi les parents de Harry n'ont-ils pas transplané? Mon hypothèse, c'est que, comme Harry était un bébé, le transplanage pouvait être dangereux. Transplaner avec un bébé peut être très dangereux. Donc, je pense que c'est pour ça. D'autant plus qu'il y a la poudre de cheminette, n'est-ce pas, qui permet de se déplacer entre les cheminées. Et l'un des points mentionnés dans le texte sur la poudre de cheminette, c'est que la poudre de cheminette était une option beaucoup plus viable pour de nombreux sorciers, parce qu'elle n'était pas aussi risquée que la transplanée permettant aux enfants et aux personnes âgées de l'utiliser. Donc, il est clair que le transplanage, parce qu'il est dangereux, surtout dans un moment de fuite ou de désespoir, peut finir par causer des dommages. Ron, fuyant le ministère, n'a-t-il pas fini désarticulé là-bas parce que Yaxley les a attrapés? Alors imagine transplaner avec un bébé. Je pense que c'est pourquoi ils n'ont pas transplané. João Vinicius Vasquez. Bonjour Kako, bravo pour la chaîne et ta fille, merci. Je voudrais savoir si les livres ou films de l'univers des sorciers évoquent l'histoire de Hogwarts Legacy. Je sais que l'histoire du jeu se passe bien avant Voldemort, c'est ça? Merci Kako. Oui, c'est ça, et l'histoire se passe bien avant Voldemort. Oui, vraiment, très très longtemps avant. Non, c'est environ 40 ans avant 40 ans. Environ 30 ans avant la naissance de Voldemort. Voldemort est né en 1926. L'histoire se passe en 1891. Oui, environ 30 ans, mais non, il n'y a pas cela dans l'histoire ou les livres. Hogwarts Legacy contient de nombreuses références aux livres. Beaucoup de choses là-bas, la base de la construction de l'univers de Hogwarts Legacy vient des livres, de toute l'œuvre de Harry Potter. Mais on n'a rien dans les livres, hein, sur l'intrigue principale de Hogwarts Legacy. Ce qu'ils ont fait, c'est prendre des éléments de l'histoire, là, comme le conflit entre les gobelins et les sorciers, etc., et les mettre dans le jeu pour construire une histoire pour le jeu, tu vois. Donc ça fait partie de l'univers étendu de Harry Potter. William Barbosa. Salut Kako, ça va? Ça va, et toi? J'espère que tu vas bien. Je vais super bien, mon ami. Donc il y a une théorie selon laquelle la loyauté de la baguette de Suro irait à celui qui se montre fort sans avoir besoin de tuer. Depuis Dumbledore jusqu'à Harry, aucun d'eux n'a tué les anciens propriétaires. Certains ont volé et d'autres ont désarmé. En réalité, ce n'est pas vraiment une théorie, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Il existe cette légende selon laquelle il faut tuer le maître précédent, mais ce n'est pas le cas. La baguette choisit le sorcier qu'elle estime le plus digne de la posséder. Et justement, ceux qui ne tuent pas, qui arrivent simplement à vaincre leurs adversaires sans tuer, Dumbledore, elle l'a considéré comme digne, et Harry aussi. Donc, justement Harry, parce qu'il refuse de tuer, parce qu'il est le maître de la mort, c'est pour ça qu'elle choisit Harry, n'est-ce pas? Elle, après que Harry désarme Drago, n'est-ce pas, qu'il le soumet, à ce moment-là, la baguette transfère sa loyauté à Harry. Et c'est justement l'un des points que Dumbledore mentionne, n'est-ce pas? Tu es le maître de la mort, tu réunis les reliques, mais pas pour essayer de tromper la mort ou quoi que ce soit du genre. Tu sais, tu acceptes quand tu dois mourir, et ça fait toute la différence. André Santos Aquilino. Salut Kako. Ça va? Ça va? Dumbledore était-il un animagus? Si oui, en quel animal se transformait-il? Écoute, il n'y a aucune mention, rien d'officiel disant que Dumbledore était un animagus, d'accord? Rien, 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 rien. Certaines théories affirment que Dumbledore était un animagus se transformant en phénix. Mais ça, c'est juste une théorie, cette information n'existe dans aucune source officielle, d'accord? Evandro. Kako, ça va? Ça va. Nous savons que le sortilège de protection ne bloque que les sorts de faible ou de moyenne puissance.
Alors, comment fait-on pour bloquer ou dévier magiquement des sorts puissants? Comme celui que Bella a dévié de Dumbledore dans la salle de la mort, c'est sûr que le sort de Dumbledore n'était pas de puissance moyenne. Donc ce n'est pas que le sortilège de protection ne protège que des sorts faibles et moyens. De la même manière qu'il existe un bouclier qui protège, le sortilège de protection qui protège contre les sorts plus faibles, il y a aussi des boucliers plus puissants qui protègent contre des sorts plus forts. C'est donc relatif. Il y a des exceptions pour certains sorts. Par exemple, l'Avada Kedavra, aucun bouclier ne peut l'arrêter. Aucun sortilège de protection ne peut le retenir, n'est-ce pas? Tu peux amener un objet devant toi pour que le sort frappe cet objet, et là tu pourras te protéger. Tu ne peux pas lancer un bouclier ou un protego pour stopper l'Avada Kedavra, n'est-ce pas? Il y a donc des niveaux. Ce sont des niveaux. De la même façon qu'il y a le bouclier le plus faible, il y a aussi le plus fort. Maria a envoyé. Salut Okako, ça va? Ça va. Et toi? Comment va la famille? Elle va très bien. En ce moment, Katharina fait une petite sieste. Et ma femme aussi fait une sieste. C'est un jour férié, non? 3 heures de l'après-midi, après le déjeuner, la petite envie de dormir arrive. Et moi, je suis là, en train d'enregistrer. Qui possède la baguette de Suro? Dans L'Enfant maudit, Delphine des Armaries. Que se passe-t-il si le propriétaire meurt accidentellement ou naturellement? Peut-on alors devenir propriétaire? Le but n'est donc pas juste de désarmer le propriétaire de la baguette, n'est-ce pas? Si la baguette ne reconnaît pas le pouvoir de cette personne, ne la reconnaît pas comme maître, ça ne sert à rien. On ne peut pas la désarmer, il ne se passera rien. La baguette est donc restée à Harry. Et elle était enterrée là, n'est-ce pas, dans la tombe de Dumbledore. Si Harry meurt de cause naturelle, oui, le cycle de la baguette est brisé. Ce cycle de succession de maîtres se brise. José Neto Lima. Kako, comment Dobby et Harry ont-ils trouvé le chaumière au coquillage si le gardien du secret était Bill et qu'il ne leur avait rien dit? Cette question est bonne aussi. Et pour moi, ce qui se passe, c'est Ron dit. Le chaumière au coquillage est dans les environs, là-bas, dans le quartier, tu sais, dans les environs de tel endroit. Donc il ne dit pas exactement où c'est. Genre, le chaumière au coquillage, dans telle rue, telle place, tel numéro. Il ne le dit pas, il dit, bon, dans les environs. Et puis quand ils arrivent là, de l'intérieur, Bill finit par les voir tous et sort pour les accueillir. Donc je pense que ça s'est passé comme ça. Brenda Costa. Salut Kako. Tu crois que J.K. Rowling a inventé des personnages comme Cédric et Norbert Dragono pour réhabiliter Poufsouffle, qui était mal perçu au début? Je ne pense pas. Je crois que Poufsouffle est plus en retrait, tu vois, sans trop de mise en avant, sans avoir une grande importance. Parce que l'histoire est racontée du point de vue de Harry, tu vois. Les informations qu'il reçoit viennent de personnes qui ne sont pas de cette maison. Donc je ne pense pas qu'elle ait fait ça juste pour réhabiliter Poufsouffle. C'est parce qu'elle avait un plan, ces personnages viennent de cette maison, voilà. Guilherme, salut Kako. J'espère que toi et ta famille allez bien. Nous allons très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais y a-t-il déjà eu un sorcier ou une sorcière un peu anti-héros? Quelqu'un qui aurait essayé de tuer Voldemort? Après tout, Voldemort est extrêmement puissant. Mais quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser une malédiction contre Voldemort? Eh bien, directement, non. Mais on a Regulus Black. Regulus Black, le frère de Sirius. Je pense que Regulus Black peut être considéré comme un anti-héros, justement parce qu'il commence comme mange-mort, et ensuite il essaye de détruire Voldemort. Et il finit par donner sa propre vie pour ça. Mais il n'a pas combattu directement Voldemort. Oscar Torres. Salut, sorcier. Ça va? Kako, comment fonctionnent les balais au Quidditch? En considérant qu'il existe des balais plus rapides que d'autres, ce ne serait pas injuste ou antisportif? Mec, ce n'est pas une différence à nous? C'est vraiment exagéré, non? Allez, le Nimbus 2000 accélère à 94 km, l'éclair de feu à 96, tu vois? Ce n'est pas si exagéré que ça. Donc je pense que ça ne rend pas ça si antisportif. Bien sûr, dans certains cas, ça peut donner un avantage, mais c'est le jeu, tu comprends? C'est le sport, et c'est comme ça. Jessica Januario. Salut Okako, ça va? Ça va? Et toi? Utiliser la pancine et le Veritaserum serait-il possible pour innocenter Sirius? Je suis ta chaîne depuis la Chine. Félicitations pour ton contenu, c'est super. Un grand salut à tous ceux qui suivent le Calderon Furado partout dans le monde. Merci pour votre affection. Oui, on pourrait utiliser la pancine et le Veritaserum. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas la pancine ni le Veritaserum aux audiences. Sirius n'a même pas eu droit à une audience, n'est-ce pas? On ne les utilise pas car ces artefacts peuvent être contournés. Les pensées peuvent être modifiées, comme on voit Slughorn le faire en changeant ses propres souvenirs. Le Veritaserum peut aussi être contourné. Parce que si le sorcier croit que ce qu'il dit est vrai, même si ce n'est pas le cas, alors il va le dire comme si c'était la vérité. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne à 100% comme prévu.
Donc, comme il peut être contourné, les sorciers occluments peuvent aussi tromper le Veritaserum. C'est pour ça qu'ils ne l'utilisent pas, vous voyez? Parce que ça peut donner lieu à des fraudes. La prochaine question vient de @1b ou dans3. Salut Akako, ça va? Ça va. Et toi? Tu penses que Dumbledore a parlé de la prophétie aux Potter, Lily et James? Ou il les a cachés et inventé une histoire pour masquer la vérité? Non, je crois qu'ils connaissaient la prophétie. Je pense qu'on leur a dit. Dumbledore a bien parlé de la prophétie à James et à Lily. Et c'est pour ça qu'ils se sont cachés. Aide Dominique au Cole. Ah, je croyais que c'était Dominique McLaughlin, Harry lui-même. Salut Kako. Ça va? Oui? Je lis Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et j'ai vu que Tonks a aidé Harry à faire ses valises avec la magie. Même après que Harry ait reçu un message de Sirius, et Arthur lui demandant de ne pas le faire, car il risquait d'être expulsé. Est-ce une incohérence ou j'ai mal compris? Félicitations pour ta chaîne. Mon ami, tu as tout à fait raison, c'est bien une incohérence. J'en ai déjà parlé dans la rubrique Ça n'a pas de sens. Des choses qui n'ont pas de sens dans Harry Potter. Et ça n'a aucun sens que Tonks fasse de la magie là et aide Harry, puisque le ministère détecterait la magie là-bas, car il ne sait pas qui l'a lancée. En fait, c'est la magie faite près d'un mineur. Donc Harry était déjà dans le pétrin pour avoir utilisé la magie. Il était tout simplement victime d'une campagne du ministère qui essayait de le faire taire et de le faire passer pour un fou. Donc n'importe quel prétexte supplémentaire pour l'expulser, il l'aurait utilisé. Et le fait que Tonks utilise la magie chez les Dursley aurait certainement été l'une des raisons. Mais ça, c'est une incohérence. L'auteur n'y a tout simplement pas pensé et a mis cette partie dans le livre. Guillaume Correa. Salut Akako, ça va? Ça va, et toi? Comment Fred et George ont-ils appris à utiliser la carte du maraudeur? J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois ici. Il existe déjà une discussion inutile sur ce sujet, mais allons-y. Fred et George ont pris la carte du maraudeur dans le bureau de Rusard en première année. Ensuite, ils ont essayé de l'utiliser, de découvrir comment l'ouvrir. Et les maraudeurs eux-mêmes les aidaient. Comme ils ont insulté Rogue, ils ont aidé Fred et George en reconnaissant leur ressemblance avec les maraudeurs. Voilà comment cela s'est passé. Ils ont essayé, en suivant les indices des maraudeurs jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin comment ça fonctionnait. Rodrigo de Luca, Kako, dans le film, quand Harry parle avec Nagini déguisée en Bathilda Tourdesac, elle le voit porter le collier de Serpentard. Par hasard, dans le livre, elle le voit aussi? Si oui, pourquoi n'en a-t-elle pas parlé à Voldemort? Il aurait découvert que ces Horcruxes étaient traqués plus tôt. Question très difficile. Bonne question. Si je ne me trompe pas, elle ne voit le médaillon que dans le film. Je crois que dans le livre, il est sous la chemise de Harry, sous son pull. Je vais même vérifier ça dans le livre. Attends une seconde. Voyons voir. Ouvrons Le Prince de Sang Mêlé. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Mec, c'est pas le Prince de Sang Mêlé, non? C'est les reliques de la mort. Tu vois, elle ne voit pas le médaillon. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, quand Harry demande « Bathilda ?» elle a ressenti de nouveau. Harry sentit la présence du médaillon contre sa peau. La chose à l'intérieur, qui parfois battait, venait de se réveiller. Il la sentait pulser à travers leur froid. Est-ce qu'elle comprenait que la chose qui la détruirait était si proche? Bathilda passa devant eux en traînant les pieds, poussant Hermione sur le côté comme si elle ne l'avait pas vue, et disparaît, probablement dans un salon. Bathilda marchait d'un pas chancelant. Je ne sais pas quoi, hein? Laisse-moi voir si plus loin il y a une partie qui en parle. Oui, le pull était vraiment rentré, tu vois, n'est-ce pas? Dans cette autre partie, il est dit « Alors elle ferma les yeux et plusieurs choses se produisirent en même temps. » La cicatrice de Harry le brûla douloureusement. L'Horcrux vibra si fort que le pull du garçon bougea. Donc si ça a bougé, c'est qu'il était dessous. Elle ne l'a donc pas vu, d'accord? C'est juste pour qu'on confirme bien ici et qu'il n'y ait rien de non confirmé. Donc, ça vient bien des films. La prochaine question est de F. Morchel. Salut Kako, tout va bien pour toi et ta famille? Félicitations pour la petite sorcière. Alors mec, ça va? Et toi tu vas bien? En prenant en compte la question de l'épisode du 11 juillet 2024 sur la lycanthropie, la potion polynectar, quand un animagus prend la potion pendant qu'elle fait effet, peut-il encore se transformer? Écoute, la question est très bonne et je vois de quoi tu parles. On a demandé si un loup-garou pouvait, n'est-ce pas? Si la potion polynectar ferait effet sur un loup-garou, n'est-ce pas? Concernant l'animagus, je pense que ça ne ferait pas de différence. Parce que devenir animagus, c'est quelque chose du sorcier, c'est le pouvoir du sorcier. Et la potion polynectar, elle ne change que l'apparence.
Elle ne change que l'apparence du sorcier. Il ne prend pas le pouvoir de la personne en qui il se transforme. Donc, très probablement, la personne qui est Animagus et qui prend la potion Polynectar doit continuer à avoir la capacité de se transformer en Animagus. Maintenant, si cela se produirait sous l'effet de la potion Polynectar, s'il y a un quelconque empêchement, je ne peux pas le confirmer avec certitude. Ce que l'on peut affirmer ici avec certitude, c'est que la potion Polynectar ne donne pas les pouvoirs de la personne à une autre, seulement l'apparence. La capacité de se transformer en animal est propre à chacun. Donc, si par exemple, la personne en qui tu vas te transformer est un Animagus, tu n'auras pas le pouvoir de te transformer en Animagus, seule l'autre personne l'a. Tu auras seulement l'apparence de l'autre personne, tu comprends? Si tu es Animagus et que tu prends du Polynectar pour devenir quelqu'un d'autre, tu gardes ton pouvoir d'Animagus, tu comprends? Paula Xavier. Salut, ça va? J'adore ton travail et je te suis depuis le début. Sans plus tarder, Kako. Est-ce que tu arrives à entendre toute l'intrigue dans la musique Hedwig's Theme? On dirait que toute l'histoire est racontée avec l'orchestre. Est-ce que ça a du sens? Merci pour ton dévouement et félicitations pour ta belle famille. Mauvais sort, c'est fait. C'est vraiment intéressant. Quel message intéressant. Pour être tout à fait honnête, je n'y ai jamais pensé. J'adore écouter la bande originale de Harry Potter, mais je pense que pour moi, c'est tellement associé à l'histoire elle-même que ces moments me reviennent pendant que j'écoute. Je sais, par exemple, que ce passage musical correspond à un moment précis du film. Je n'avais jamais vu les choses ainsi, c'est très intéressant et logique. La question suivante provient de quelqu'un qui a oublié d'indiquer son nom. Et la question était la suivante. Si le sacrifice de Liliane était présent dans le sang de Harry, est-ce que Dumbledore n'aurait pas pu utiliser les sortilèges d'extension qu'il a utilisés au Square Grimort dans d'autres endroits que Harry fréquentait? Ou peut-être même directement sur Harry? En réalité, il utilise le lien entre Pétunia et Liliane et il étend cette protection jusqu'à la maison de Pétunia. Donc Harry était protégé là-bas parce que le sang de Liliane et de Pétunia, elles étaient sœurs, donc elles partageaient le même sang, n'est-ce pas? Pas littéralement le même, bien sûr. Chacune avait son propre sang. Mais c'était le même sang, donc on ne pouvait pas étendre la protection ailleurs qu'en la mettant sur Harry. Sinon, Dumbledore l'aurait peut-être fait. Apenazu Wells. Salut, Kako. Ça va? Félicitations pour ta famille. Ça va et toi? Merci. Je ne me rappelle plus si tu as répondu, mais ce fragment d'âme de Voldemort dans les limbes, pourrait-il y rester éternellement, son âme étant trop abîmée pour passer de l'autre côté? C'est bien le cas. Le morceau de l'âme de Voldemort qui est là dans les limbes, y reste pour toujours. Il n'y a pas de passage, rien du tout. Il va vivre dans cet état de limbe et de souffrance pour l'éternité. Lucas Avlar. Bonsoir Kako, c'est encore moi. Quand Harry devient invisible pour la première fois et entre dans la section réservée, il fait tomber la lampe, que le concierge trouve et montre à Rogue, puis tous poursuivent un élève hors de son lit. La question est, pourquoi la scène n'a-t-elle pas eu de suite? Parce qu'elle montre Harry découvrant par hasard le miroir de Georges OG7, n'est-ce pas? Et donc les professeurs continuent à chercher là-bas. Mais la scène ne montre pas la fin, ils ont dû abandonner à ce moment-là. Bon, ils n'ont trouvé personne. Voilà. Allez, tout le monde va dormir, c'est ça. Kellen Louisa, salut Kako. Ça va? Ça va? Et toi? Ah, j'aimerais savoir quel est cet instrument qui se trouve dans le bureau de Dumbledore mentionné dans l'Ordre du Phénix, au chapitre 22, où il voit le serpent de fumée et dit naturellement, naturellement, mais divisé dans l'essence. Mec, c'est vraiment cool cette question. L'auteur a déjà répondu à cela lors d'un chat il y a des années. Je ne suis pas sûr de me souvenir exactement de sa réponse. Mais c'était quelque chose à propos de l'âme de Voldemort divisée. Je ne sais pas quel artefact c'était, hein. Quel était exactement cet artefact s'il a été créé par Dumbledore lui-même? Mais le point, c'est que Dumbledore parlait de l'âme de Voldemort. Quand il comprend que c'est le serpent qui attaque et que Harry voit à travers lui, il réalise alors que tout est lié. C'est pour cela qu'il dit que tout est naturel, mais divisé dans l'essence de l'âme, tu vois? Rodrigo de Luca. Kako, dans le film, quand Harry parle avec Nagini déguisée en Bathilda Tour de Zac, elle le voit porter le collier éteint. Serpentard, cette question a déjà été posée, non? Cette question a déjà été posée. C'était la question numéro 19. Pourquoi cette question est-elle encore là? D'accord, on la retire. Deux questions identiques qui sont arrivées. D'accord. John Wayne. Salut Kako, ça va? Ça va et toi? Et si les parents moldus d'un enfant sorcier refusaient de garder le secret du monde des sorciers? Et si ses parents forçaient l'enfant à démontrer ses capacités magiques en public devant des moldus, que se passerait-il? Eh bien, on sait seulement qu'à partir du moment où les parents d'un enfant sorcier sont informés que leur enfant est un sorcier, ils sont soumis au statut du secret magique, n'est-ce pas? S'ils violent le secret, ils seront sanctionnés selon la loi. Je ne sais pas s'ils vont être emprisonnés, s'ils vont recevoir une amende, ce qui se passe exactement, mais ils seront punis.
Louis Grando. Salut Okako, ça va? J'ai une question. Voldemort n'aurait-il pas pu cacher l'Orcrux, ou même plusieurs, n'importe où et protéger l'endroit avec le sortilège de Fidelius? Si oui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il aurait pu, oui. Il aurait pu, oui. Mais le principe est que pour utiliser le sortilège de Fidelius, il aurait dû faire de quelqu'un le gardien du secret. Pourrait-il être lui-même le gardien du secret? Probablement. Mais je pense que lui, Voldemort, le problème avec Voldemort, c'est qu'il avait une telle confiance en lui qu'il ne pensait pas que quelqu'un découvrirait ses secrets. Alors il protège ça avec ce qu'il pense être le meilleur, qu'il est en train de tout déchirer, et il continue sa vie, tu vois. Sophia Caffel. Étant donné que Harry était l'Orcrux et qu'il avait l'âme vieillie de Voldemort en lui, aurait-il pu franchir cette limite d'âge que Dumbledore avait mise dans la coupe de feu? Très probablement, je pense que non, d'accord? Et pourquoi je pense que non? L'âme, le morceau de l'âme de Voldemort à l'intérieur de Harry, ne fait pas de Harry Voldemort, n'est-ce pas? Elle fait en sorte que Harry partage certaines capacités avec Voldemort. Par exemple, parler avec les serpents et avoir cette connexion avec Voldemort. Mais c'est tout, juste ça. Cela ne façonne pas Harry en tant que personne. Donc je ne crois pas que cela influencerait l'âge de Harry. D'ailleurs, Harry a la trace, n'est-ce pas? Le sortilège de traçage. Donc, si la partie de l'âme de Voldemort en lui influençait l'âge de Harry, alors le sortilège de traçage ne devrait pas fonctionner, n'est-ce pas? Au point que Harry dépasserait la limite d'âge et ne serait pas identifié. Donc le traceur ne devrait pas non plus fonctionner, puisqu'il identifie la magie faite par des mineurs. Hilda a demandé ceci. Salut Kako, ça va? Ça va, et toi? Quand Harry a eu 17 ans, la protection de Lily a pris fin, c'est bien ça. Donc la protection aurait aussi dû disparaître dans le sang de Voldemort, puisqu'il avait le sang de Harry. La protection prend fin dans la maison du 4, Privet Drive. Ce n'est pas la protection de Lily elle-même, ce n'est pas ça qui prend fin. La protection de Lily, elle est toujours présente en Harry. Et aussi, quand Voldemort prend le sang de Harry pour revenir, la protection était encore active, donc ça compte, tu vois. La protection prend fin dès que Dumbledore l'a étendue chez Pétunia, lorsqu'elle accepte Harry. Il le dit dans le livre, la protection cessera soit à tes 17 ans, soit quand tu ne verras plus cet endroit comme ta maison. Les deux arrivent, pas non? Sauf que la protection est toujours présente chez Voldemort, la protection de Harry dans le sang de Voldemort, parce que Voldemort a utilisé le sang de Harry pour revenir alors que la protection était encore active. Prochaine question d'Anna Luisa, Anna Luisa Cerejo. Salut Tekako. L'auteur n'est pas à l'aise avec les chiffres et a dit qu'il y aurait environ 3000 sorciers en Grande-Bretagne, ce qui paraît très peu. Tu trouves ça cohérent? Je pense qu'il devrait y en avoir plus, autour de 5 à 10 000, pour que ça corresponde à la description de l'histoire. Écoute, vraiment, J.K. Rowling elle-même a dit qu'elle est mauvaise avec les chiffres, non? Mais si elle est mauvaise, moi je suis encore pire. Je suis encore pire, donc je ne pourrai pas t'aider, d'accord? Je ne sais pas hein, si toi, si pour toi, tu trouves que ça a du sens entre 5 et 10 000, moi j'y crois, j'y crois. Je pense que 3000 aurait du sens, parce que les sorciers sont bien moins nombreux que les moldus, non? Mais je ne sais pas, sincèrement, je ne saurais pas te dire précisément. Genre, je pense que ce chiffre-là serait le chiffre idéal, tu vois. Non, vraiment, je n'y arriverai pas parce que je suis nul en maths. Cake Arocaïk Lufano, regarde, c'est Cake comme moi, mais il n'est pas Gryffondor, il est pouf souffle. Salut Kako. Si un moldu entrait dans l'armoire à disparaître, arriverait-il à Poudlard? Un moldu normal ne verrait que des ruines près de Poudlard. Je te suis depuis le tout début. Merci pour la question, Kékan. Vous aimez vraiment poser des questions qui me retournent dans le cerveau, hein? Je ne sais vraiment pas si l'armoire à disparaître fonctionnerait avec un moldu, d'accord? C'est juste mon avis personnel, rien d'officiel. C'est une supposition. Je ne sais pas si ça marcherait. Si ça fonctionnait, eh bien le moldu verrait Poudlard. En ruine, comme elle apparaît vraiment au moldus, n'est-ce pas? Je pense qu'il deviendrait complètement fou dans sa tête. Il le deviendrait sûrement. Rodrigo et Rodrigo Cumerlato. Salut Kako. Salut. Ce que j'ai, c'est une petite théorie. Dans Le prisonnier d'Azkaban, pour moi, Dumbledore prévoyait déjà de demander à Hermione de remonter le temps depuis le début. Voilà pourquoi il a retenu le ministre en quittant la maison de Hagrid. L'autre vie à sauver, c'est Sirius. Tu en penses quoi? Ce n'est pas juste une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est que, tu vois, le retour dans le temps, dans Le prisonnier d'Azkaban, ça embrouille beaucoup de gens. Parce que les gens essaient toujours de trouver une logique qu'il ne sert à rien de chercher, parce que c'est un paradoxe. Un paradoxe temporel. Et un paradoxe, c'est quand des choses impossibles se produisent en an. Donc non, ça ne sert à rien d'essayer de trouver une logique. Là, à ce moment-là, n'est-ce pas du voyage dans le temps? Qu'est-ce qu'on voit au début, avant de savoir qu'ils sont revenus dans le temps? On les voit dans la cabane de Hagrid.
Et quand ils sont dans la cabane de Hagrid, il y a le petit caillou qui est lancé. Ça n'arrive même pas dans le livre, d'accord? Mais ils ont ajouté ce truc du petit caillou. Mais c'était un ajout génial d'Alfonso Cuarón pour montrer visuellement comment fonctionnait ce voyage dans le temps. Par exemple, ils lancent le caillou sans qu'on sache qu'ils sont revenus dans le temps. Et le vase se casse, non? Alors, quand Dumbledore va là dans la cabane et qu'il les distrait, Buck s'échappe, évidemment. Parce qu'ils avaient déjà libéré Buck, n'est-ce pas? Ils avaient déjà relâché Buck et donc il s'échappe. Et puis là, quand Dumbledore y va et leur raconte, non? Après tout ce qui se passe, Dumbledore y va et leur dit: «Je pense qu'on a besoin de plus de temps et tout ça. 3 tours devraient suffire, plus d'une vie innocente pourra être sauvée.» C'est qu'il savait déjà que Buck avait été sauvé. Parce qu'il était là et il a vu, tu comprends? Et il savait qu'on ne pouvait le sauver que si quelqu'un était revenu dans le temps. Parce que la façon dont Buck était attaché là, c'était impossible autrement. Ils ont vu Buck, sont entrés dans la cabane 1 minute. En sortant, Buck avait disparu. Il comprit alors ce qui s'était passé. Mais là, c'est là que la question se pose, tu vois, beaucoup de gens demandent: mais comment ça s'est passé la première fois? Qui est revenu dans le temps en premier? Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de premier à revenir, il n'y a pas de première fois. Il y a le cycle, ça arrive toujours comme ça. Voilà comment marche le voyage dans le temps dans Le Prisonnier d'Azkaban. Buck n'a jamais été tué, il s'échappe toujours, et Harry utilise le Patronus pour se sauver. Comment Harry aurait-il pu lancer le Patronus pour se sauver s'il n'était pas déjà revenu dans le temps? Et on voit ça avant même de savoir qu'il revient, tu comprends? C'est un peu confus, mais c'est ainsi que le voyage dans le temps fonctionne dans Le Prisonnier d'Azkaban, avec un paradoxe intéressant appelé paradoxe de Bootstrap. Les événements n'ont pas de début, ils forment un cycle. C'est fou, car notre esprit cherche toujours une logique, mais ça ne sert à rien, ton cerveau va fondre si tu essaies. Donc oui, Dumbledore fait traîner les choses dans la cabane justement pour ça, mais le point c'est, il n'y a pas de début, hein, tu comprends? La prochaine question vient de Guilherme O'Guilian-Schnara. Salut, ça va? Ça va. Je ne sais pas si c'est Gillian ou Gillian, mais allons-y. Ça va, Kako? Ça va? Pourquoi Hagrid a-t-il amené Groupe près d'une école avec des enfants et Dumbledore l'a-t-il permis? Je ne sais pas, hein, si en sortant de la forêt il blessait quelqu'un, Hagrid avait-il vraiment tout le contrôle? Je n'ai rien contre les géants, Katharina est très mignonne. Bon, c'est bien que tu n'aies pas de préjugés contre les géants, hein? Écoute, Hagrid, on a déjà vu, regarde, 2026. L'an prochain marquera les 30 ans de la sortie du premier livre Harry Potter. C'est assez de temps pour qu'on accepte que Hagrid était vraiment inconscient quand il s'agissait de créatures magiques, hein, d'être dangereux. Hagrid était vraiment inconscient, hein? Dumbledore faisait aussi une confiance incroyable à Hagrid, parce qu'il savait que Hagrid avait bon cœur. Oui, c'était dangereux, mais Hagrid gardait tout de même un certain contrôle. Mariana, bonjour Kako. Bonjour, j'ai une question technique. Regardez, une question technique. Dans la vie réelle, comme dans la plupart des pays, la loi impose à chacun de suivre l'enseignement de base. Comment le gouvernement des Moldus sait-il que les sorciers ont fini leur enseignement de base, alors qu'ils ignorent l'existence des écoles de sorciers? Mec, les sorciers, moi, ne sont pas des gens qui sont dans le système des Moldus. Ça commence par là. Maintenant, on parle des Némoldus. Les Némoldus vont d'abord à l'école primaire, puis reçoivent la lettre de Poudlard qui leur annonce qu'ils sont sorciers. Ils terminent donc l'enseignement obligatoire, mais non. Et là, je ne sais pas, ça doit entrer en jeu. Après qu'ils partent pour une école, pour l'école de Poudlard ou pour n'importe quelle autre école de magie, il doit y avoir un truc, genre, je sais pas, il est parti étudier dans un internat, dans un endroit loin, il est allé étudier ailleurs. Mais les sorciers, ils ne sont pas dans le système des Moldus, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ça, tu vois? Vander Ramos. Peut-on avoir une série Les Animaux Fantastiques jusqu'à Harry Potter? J'adore ces histoires grâce à toi qui m'as fait rêver d'autres mondes. Merci pour ton affection. J'aimerais une série Les Animaux Fantastiques couvrant la période jusqu'à Harry Potter, ce serait génial. Je pense que c'est difficile à faire. La question suivante vient du navire de Navio de Bobatom. Bobatom a un carrosse, pas un navire. Ceux qui ont un navire, c'est Durmstrang. Salut Kako, ça va? Ma question est: pourquoi Rusard a-t-il pris le parti d'ombrage dans l'Ordre du Phénix alors qu'il était employé à Poudlard? Il était sous l'emprise du sortilège de l'Impérium? Bien à toi. Non, Rusard n'était pas sous l'emprise du sortilège de l'Impérium, non. Et on voit beaucoup ça dans la vie réelle. Des personnes qui défendent celles qui veulent supprimer leurs propres droits. C'est très courant. Dans la vraie vie, ça existe, d'accord? Ça existe dans la vraie vie. Donc en fait, c'est simplement parce que Rusard était complètement frustré et ignorant. Simplement parce qu'il était un craque-molle, tu vois. Il avait une certaine amertume qui allait au-delà de son bon sens. Donc, il finissait simplement par soutenir quelque chose qui était contre lui-même. Renata Kako, j'ai une question. Je ne me souviens pas si tu y as déjà répondu. Hagrid prend la moto de Sirius avant que Voldemort ne tue les Potter.
Parce que quand Hagrid dit au début à Dumbledore qu'il l'a emprunté à Sirius, personne ne savait encore que Sirius était innocent. Il l'apprend après. Mais à ce moment-là, quand il l'apprend, c'est avant que Sirius coince Pettigrew, non? Avant toute la mise en scène de Pettigrew. À ce moment-là, Hagrid n'avait aucune idée que Sirius était le gardien du secret ou quelque chose comme ça. Celui qu'il savait, c'était Dumbledore, non? Mais jusqu'ici que Dumbledore vienne dire « Tu as pris la moto avec Sirius, c'est lui le coupable ». Ce n'est pas vraiment son genre. Il mène ses propres enquêtes dans son coin, tu vois. Comme le dit Dumbledore lui-même, il n'a pas l'habitude de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc si Hagrid ne savait pas que Sirius était le gardien du secret, Dumbledore n'aurait aucune raison de lui en parler. Genre, écoute, Sirius a probablement trahi les Potter. Ouais, c'est ce qui s'est passé, tu comprends. Et là, il prend juste l'information de Hagrid, aussi sage qu'il est, et il dit « donc tu as croisé Sirius, il est allé chez les Potter, hein ?» Intéressant, hein? Genre, il garde l'info pour lui, tu vois? Allons-y, la prochaine question vient de Severo Enrique. Je t'aime, Kako. Je regarde tes vidéos et tout le reste. Tu es mon idole, je suis un grand fan de Harry Potter. Tu rends mes journées plus heureuses. Je t'apprécierais si tu me remarquais. Sévère Henrique, une accolade, merci pour ton affection. Heureux de te parler. C'est comme si je communiquais avec Batman. Il n'y a pas forcément de questions, c'est juste un salut de notre ami Sévère Henrique. Merci mon ami Henrique, je suis content. Tu voudrais avoir l'argent de Batman, je l'avoue. Merci, merci pour l'affection, merci. Je suis Batman. Et Lambastos a dit ceci. Écoute Kako, je suis fan de ton travail. Merci mon pote. Je me demande comment Harry Potter est devenu le maître de la baguette de Suro en désarmant Drago, alors que Drago possédait la baguette achetée à 11 ans sur le chemin de traverse. Bien à vous, c'est une question très pertinente. Mais rien que le fait que Harry ait désarmé Drago, peu importe la baguette qu'il avait en main, la baguette de Suro le ressent. Elle sait que son maître a été vaincu, désarmé par quelqu'un qu'elle considère comme plus fort. Voilà pourquoi. Manu Corsi. Kako, ça va? Ça va et toi? Quand un animagus meurt sous sa forme animale, redevient-il humain ou reste-t-il animagus? J'ai 10 ans et j'adore ta chaîne. Je regarde toutes tes vidéos. Mais merci beaucoup Manu. Merci pour ton affection, gros bisous. J'ai déjà répondu à une question, je crois que c'était cette question, dans un Papo Fourado. Mais ça fait peut-être longtemps, parce que je ne me souviens même plus exactement dans quel Papo Fourado c'était. C'était dans l'un des premiers. Donc il est normal que la question revienne. Oui, comment devenir un animagus? C'est un sortilège, n'est-ce pas, qui vient, bien sûr, après que le rituel ait été fait pour la première fois, et tout ça, mais c'est un sortilège. Et certains sortilèges se dissipent quand une personne meurt. Il se peut donc qu'une personne qui meurt sous forme d'animagus retrouve sa forme humaine après sa mort. Ou alors, il se peut que, du fait que la personne soit morte et ne puisse pas refaire le sortilège, n'est-ce pas? Elle est morte, elle ne peut pas faire le sortilège, donc elle reste sous cette forme. Il y a ces deux possibilités, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire avec certitude laquelle ce serait, parce qu'on n'a pas cette information. Mais on peut imaginer en se basant sur ce qu'on sait, en se basant sur ce qu'on connaît du monde des sorciers, n'est-ce pas? Il existe des sorts qui prennent fin lorsque lorsque le sorcier qui les a lancés meurt, n'est-ce pas? Et il existe des sorts qui perdurent, donc les deux possibilités peuvent arriver. On ne le saurait que si cela était confirmé officiellement. Raphaël Felipe. Un sorcier peut-il se défendre contre une balle avec Protego? Une balle d'arme à feu, n'est-ce pas? Mon gars, je vais te dire, n'importe quelle arme de Moldu, c'est rien comparé à la magie des sorciers. Mec. Donc oui, les sorciers peuvent se défendre. VDC. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, dans le livre, Harry remet Norbert à Charlie. Dans le deuxième livre, chapitre 4. Fred explique à Harry les noms et le livre précise que Harry n'a jamais vu Carlinos. Ce n'est pas une erreur car Harry ne rencontre pas Carlinos dans le premier livre. Ceux qui apparaissent dans le premier livre sont les amis de Carlinos. Carlinos ne peut pas aller à Poudlard pour sauver Norbert. Dans la série Harry Potter, je pense qu'il va apparaître. Je pense qu'ils vont changer ça et qu'il va apparaître. Donc peut-être que cela sera modifié. Je trouve ça plutôt juste parce que le pauvre Carlinos n'est apparu dans aucun film, n'est-ce pas? Dans la série, il va déjà apparaître même là où il n'apparaît pas. Denise. Que se passerait-il si Voldemort recevait le baiser du détraqueur avec les Horcruxes intacts? Autre chose, c'est juste une observation. Dans le film, Queudver se coupe la main comme s'il coupait un légume, sans réagir. Dans le livre, il souffre et pleure, ce qui me dérange. C'est vrai, dans le livre, Queudver se tord de douleur. Dans le film, on ne dirait même pas qu'il vient de s'arracher la main. À propos de Voldemort, eh bien, le baiser du détraqueur sur Voldemort, cette question est vraiment folle, mec. Elle est très bizarre parce qu'elle est aussi très difficile à répondre. On ne peut pas répondre avec certitude faute d'informations. Je vous donne mon avis. Je pense que, eh bien, en aspirant l'âme de Voldemort, qui est la partie principale, Voldemort a besoin de la partie principale de son âme pour survivre, n'est-ce pas?
Je pense qu'en aspirant la partie principale, qui est celle qui, lorsque le corps de Voldemort est détruit, reste sur Terre, reste réfugié là-bas, en Albanie. Je pense que les autres Horcruxes deviennent inutilisables, tu sais, parce que cette partie principale est nécessaire. C'est la partie principale de l'âme de Voldemort. Il ne peut revenir qu'avec cette partie principale. Il ne revient pas simplement en utilisant les Horcruxes comme « j'utilise cet Horcrux, c'est fait ». Le morceau d'âme contenu n'est pas utilisé ainsi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Horcruxes fonctionnent comme une encre, n'est-ce pas? Ce n'est pas que, quand il revient, il en utilise une, il les utilise toutes, tu vois? Il les utilise toutes, ce sont elles toutes qui le retiennent à la vie. Dans ce cas, si son âme principale a été aspirée par le baiser du détraqueur, je pense que là, il n'y a plus rien à faire, mon ami. Je pense que simplement l'âme serait aspirée et Voldemort resterait là, juste comme une coquille végétant. Ça, bien sûr, c'est ce que je pense. Mais on peut aussi envisager la possibilité que le baiser du détraqueur ne soit pas efficace. Le détraqueur ne pourrait aspirer l'âme car certaines parties restent attachées à la terre. Je ne sais pas, hein, bro, je ne sais pas. Hein, ce ne sont que des suppositions. Les deux réponses ne sont que des suppositions. Dites-moi ce que vous en pensez. Chris Junquera, Kako, tu es génial, merci. J'ai deux questions. Alors, c'est bon parce qu'elle prend la place de l'autre qui était partie, qui était répétée. Et tout va bien, ça reste sans question. Pourquoi ne pas faire une vidéo sur l'histoire d'Albus Potter? Premièrement, il est très ennuyeux. Je plaisante. J'ai fait celle de Scorpius, je vais la faire. En réalité, j'allais vraiment faire celle d'Albus, oui. Comme j'ai déjà fait celle de Scorpius et que leur histoire est très parallèle à cause de l'enfant maudit, j'ai préféré espacer un peu les vidéos. Parce que les vidéos risqueraient de trop se ressembler, tu vois. Mais j'ai bien l'intention de faire une vidéo sur l'histoire d'Albus Severus Potter. Deuxième question, pourquoi n'y a-t-il pas de nouvelles histoires sur la nouvelle génération de Harry Potter? Il n'y a eu que l'enfant maudit, puis plus rien. Eh bien, ce n'est pas à moi qu'il faut demander, mais à l'auteur. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu en faire plus? Pourquoi n'a-t-elle tout simplement pas voulu continuer? Peut-être parce que l'accueil de l'enfant maudit, en tant qu'histoire, n'a pas été si bon que ça, tu vois. Les gens qui vont voir la pièce, tout le monde qui assiste à la pièce dit « Waouh, c'est incroyable, vraiment. Punaise, mec, les effets sont merveilleux. » Mais la personne qui ne voit pas la pièce pense toujours que c'est mauvais, dit que c'est nul, que, bref, c'est une fanfiction. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, elle n'a même pas écrit l'enfant maudit. Franchement, je ne sais pas. Prochaine question. Rodrigo de Luca, le revoilà. Salut au Kako. Je sais que ce n'était pas dans la personnalité de Voldemort de faire ça, mais supposons qu'il ait tiré au revolver sur le bébé Harry. La balle ferait demi-tour et toucherait Voldemort. J'ai imaginé ces scènes de dessins animés, tu vois, où le tir fetch freine comme ça. Mais quoi que Voldemort essaie de faire contre Harry, ça ne marcherait pas à cause de la protection. Que ce soit avec une épée, un couteau, un coup de feu ou n'importe quoi d'autre, ça ne marcherait pas. Maintenant, si la balle faisait demi-tour et revenait vers lui, je trouve ça très improbable. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'elle pourrait simplement ricocher, tu vois. Elle pourrait rebondir et partir de l'autre côté à cause de la protection autour de Harry. Mais on ne le saurait que si cela arrivait, non? Il est probable que ce qu'il aurait tenté n'aurait pas marché. Gamehawk, Gameshen. En se basant sur l'idée de l'effet papillon, serait-il possible qu'au lieu de créatures, quand Voldemort a demandé à un mange-mort ou à un elfe de maison, ce soit Lucius qui est offert? Avec Dobby, si oui, comment tu imagines l'histoire? Parce qu'il ne semble pas se soucier des elfes de maison comme Régulus. Franchement, n'importe quel petit détail qu'on change dans une histoire peut tout bouleverser, non? Comme tu l'as dit, l'effet papillon, un petit changement et tout serait différent. Comment cela se passerait-il? Eh bien, probablement Dobby resterait là à mourir, parce que Lucius s'en ficherait complètement. Et le vrai médaillon resterait là, il n'y aurait pas d'échange de médaillons. Donc quand Dumbledore découvrirait le médaillon, il trouverait simplement le vrai médaillon là, tu vois. Je pense que ce serait le plus grand changement de l'histoire. Ney Ney Tiago. Salut Kako, ça va? Ça va et toi? On sait que dans le processus pour devenir Animagus, on utilise un cheveu du sorcier, n'est-ce pas? Que se passe-t-il si le sorcier est chauve? Il ne peut pas être Animagus. À plus. Carecophobie. Calvicophobie. Mec, je pense qu'on peut utiliser un poil du corps, donc pas seulement un cheveu, tu vois. Je pense qu'un poil du corps, ça marche. Ou peut-être que c'est comme la potion polynectar, où n'importe quel morceau du corps fonctionne, tu vois. N'importe quoi qui contient l'ADN du sorcier. Ils utilisent la feuille de mandragore imprégnée de salive, non? La salive contient déjà de l'ADN, donc je ne sais pas. Peut-être qu'un poil suffit. Une autre personne sans nom a écrit « Salut Zikako, ça va? Ça va et toi ?»
À ton avis, si des parents sorciers éduquent leurs enfants à la maison jusqu'à un certain âge, mais décident ensuite qu'ils veulent que leur enfant aille à Poudlard après 11 ans, est-ce possible? Bien à toi. Non, je pense que l'âge pour entrer à Poudlard est de 11 ans. Par exemple, dans Hogwarts Legacy, la personne entre en cinquième année car sa magie apparaît tard. Mais c'est une autre histoire différente. À Poudlard, il y a une règle. Il faut envoyer la lettre de réponse dès la première année. Après, je ne pense pas qu'il soit possible pour l'élève de commencer. Après, ce sera au père de s'occuper de l'éducation, tu vois. Si tu ne veux pas entrer au début de l'année scolaire, en première année, maintenant c'est à toi de te débrouiller, mon fils. Alex Bernardo. Salut Kako, comment ça va? Existe-t-il d'autres moyens de repousser les détraqueurs sans le Patronus? Le sortilège Protego Diabolica fonctionnerait-il? À bientôt. Ta chaîne est top. Merci beaucoup pour ton soutien, mon pote. Je déteste que cette caméra, son ISO ne reste pas fixe, et je dois continuer à appuyer pour que ça ne bouge pas. Sinon, on dirait un fantôme ici, regarde. Mec, d'après ce que Rogue dit dans un des cours de défense contre les forces du mal, il y a plus d'une façon de repousser un détraqueur, pas seulement le Patronus. Mais il ne dit pas quelles sont ses méthodes. Je ne sais pas si le Protego Diabolica serait capable de repousser. Honnêtement, je ne peux pas te donner une réponse à ce sujet. LM Il me costa. Salut Kako, ça va? Est-ce qu'Ombrage n'est pas puni par le ministère après sa méchanceté? En plus, ils ont envoyé les détraqueurs contre Harry. Tu vois comme le ministère de la magie était corrompu et problématique, non? Ombrage, elle arrive à rester au ministère, même après tout ce qu'elle a fait à Poudlard. Tu vois, elle perd son poste à Poudlard, mais elle reste quand même au ministère, mec, c'est bizarre, non? Et c'est seulement après la guerre qu'elle est vraiment punie pour ses crimes, quand elle a dirigé la commission d'enregistrement des Némoldus. Elle a été emprisonnée pour ses crimes de guerre. Rosana Teles. Salut Okako, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, merci. Si le polynectar change tout, même la voix, pourquoi Fleur a-t-elle encore son accent français pendant la bataille des 7 Potters? Ou bien existe-t-il une exception lorsqu'il s'agit de nationalités différentes? J'adore ta chaîne, embrasse ta famille pour moi. En fait, dans ce cas, c'est un accent, non? Ce n'est pas la voix. La façon dont une personne parle, c'est la façon dont elle parle. Elle s'exprimera à sa façon avec la voix de l'autre. Mais l'accent fait vraiment partie de la manière de parler, et pas du ton de la voix de la personne, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça. Vinicius et Vinicius Santos. Je regardais à nouveau des scènes et une question m'était venue. Dans le deuxième film, La Chambre des Secrets, pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas utilisé l'extraction de mémoire sur Harry pour voir dans la pancine quand Lucius Malfoy est venu, a mis le journal dans le chaudron de Ginny et utilisé cela comme preuve? Ça n'a pas de sens dans Harry Potter, MDR. Il n'en a mis que 2 en réalité, haha. Bon, dans le livre, j'ai le livre ouvert ici, tu vois. Lucius Malfoy et Monsieur Weasley se battent là, tu vois. Il y a toute la confusion. Et puis, il y a ce passage ici, à donner. Monsieur Malfoy a été frappé à l'œil par une encyclopédie des crapauds. Il tenait encore le vieux livre de Ginny sur la métamorphose. Il le lui a lancé, les yeux brillants de malice. Tiens, prends ton livre, c'est le mieux que ton père puisse t'offrir. Et se dégageant de la main de Hagrid, il a appelé Drago et ils sont sortis du magasin. Tu aurais dû faire comme s'il n'existait pas, Arthur, dit Hagrid, soulevant presque Monsieur Weasley du sol, tout en rajustant sa robe. Pourri jusqu'à l'âme, toute la famille, blabla. L'assistant voulait d'où retenir, mais il était bien plus petit que Hagrid. Il a alors semblé y réfléchir à 2 fois. Ils sont remontés précipitamment dans la rue, les grangers tremblants de peur, et Madame Weasley, hors d'elle, folle de rage. Dans le livre, à ce moment-là, ce n'est pas mentionné. C'est que dans le film, c'est très visuel, non? Dans le film, on voit Lucius prendre, et quand il rend, il y a plus de livres. Et Harry le voit, non? Ici, à ce moment-là, dans le livre, ça c'est dans le film en fait, non? Ici, dans le livre, non. Maintenant, allons voir à la fin, Harry dit. Lucius Malfoy s'est retourné contre lui. Comment saurais-je comment cette petite idiote a eu le journal? Parce que c'est vous qui le lui avez donné, dit Harry chez Fleury et Botte. Vous avez pris le vieil exemplaire de métamorphose qu'elle portait, et vous y avez glissé le journal, n'est-ce pas? Il a vu les mains blanches de Monsieur Malfoy se fermer et s'ouvrir. Prouvez-le, siffla-t-il. Personne ne peut le faire, dit Dumbledore en souriant à Harry. Pas maintenant que Riddle a disparu et tout ça, donc Harry ne l'a pas vu se produire. Ce qu'il veut dire, c'est que c'était lui, que c'était Lucius Malfoy. On sait que c'est vraiment lui. Mais Harry ne l'a pas vu se produire. Donc ça ne servirait à rien de prendre la mémoire de Harry pour voir si Lucius l'a vraiment fait. On sait qu'il l'a fait, mais Harry ne le voit pas se produire, d'accord? Dans le film, il le voit, dans le film, ça arrive vraiment. Tu as raison. Mais dans le livre, eh bien ici, il est clair qu'il ne voit pas. Il n'y a aucun moment où il est dit qu'il a vu Lucius faire ça. Il dit juste qu'il l'a fait. Dit Poplard a dit ceci. Salut Kako. Comment ça va? Je vais bien, et toi?
En troisième année à Poudlard, Harry était inquiet d'être arrêté pour avoir transformé Guida en ballon. C'est bien ça. En cinquième année, Malfoy voulait qu'Harry soit arrêté pour avoir utilisé le Patronus contre les détraqueurs. Les sorciers mineurs risquent-ils Azkaban? Je pense que oui. Maintenant, pour avoir transformé la tente en ballon, un sort accidentel, je pense que non, tu vois. Là, en cinquième année, ça aurait même pu arriver, parce que le ministère voulait vraiment piéger Harry, tu vois. Donc peut-être qu'il aurait même pu l'être. Mais c'est très difficile. Rodrigo Correa. Et dans les livres de Harry Potter, nous avons vu comment un enfant gâté par ses parents devient en quelque sorte leur reflet. Un exemple en sont Dudley et Drago. Très bien. Penses-tu que si Harry avait reçu l'amour donné à Dudley, il aurait été gâté et l'histoire aurait changé? Certainement. D'abord parce que, en fait, c'est ce que les Dursley pensent être de l'amour, ce qu'ils donnent à leur fils, mais ce n'en est pas, et ça gâte complètement Dudley, n'est-ce pas? Et Dumbledore lui-même en parle, dans Le Prince de Sang-Mêlé quand il est chez les Dursley. Dumbledore veut justement que Harry grandisse loin des projecteurs, parce qu'il était célèbre et tout ça, pour que cela ne le gâche pas. Pour qu'il ne devienne pas comme Draco, à se croire un petit prince, n'est-ce pas? Donc c'est sûr que cela pourrait effectivement influencer la façon dont Harry était et changer l'histoire d'une certaine manière. Pedro Duhacek, bonjour Kako. Bonjour. Ma question est sa suivante. Les sorts sont-ils universels? Par exemple, au Brésil, Axio, Avada Kedavra, fonctionne-t-il à Castelo Bruxo? Ou chaque pays a-t-il ses propres sorts dans sa langue? Écoute, je crois que c'est quelque chose de très varié. Je pense que les pays peuvent effectivement avoir leurs propres sorts. De nombreux sorts viennent du latin. Je ne dis pas tous, mais beaucoup sont issus du latin. Ce n'est pas qu'ils varient, mais beaucoup de sorts viennent du latin. Donc je crois que, comme nous, tu vois, notre langue, le portugais, est une langue dérivée du latin, je pense que beaucoup doivent se ressembler, tu sais. Mais probablement, oui, il doit y avoir un sort quelque part qui est dans une autre langue, d'une autre manière, sous une autre forme. Mais ça n'empêche pas non plus un Brésilien, par exemple, un locuteur du portugais, de dire Avada Kedavra et que ce sort fonctionne. Ça va? Bruno Collet a dit. Ça va? Et toi? Je suis curieux. Dans le livre Harry Potter et la Chambre des Secrets, il y a la Saint-Valentin où Gilderoy Lockhart envoie des nains ailés pour livrer des cartes d'amour à Harry. Il reçoit la carte, le nain la lit devant tous, Drago dit que Ginny l'a envoyée. C'était bien elle? Oui, c'était elle. C'était Ginny. Tes yeux sont verts comme des petits crapauds, comme elle dit, hein? Les cheveux noirs, comme je ne sais quoi. Léon Oliveira. Bonjour, Kako. Ça va? Ça va aussi. C'est la première fois que je participe à Papo Furado, alors je veux juste te féliciter pour ta chaîne. Mais je voulais savoir pourquoi Fred et George ont ouvert leur boutique alors que tout le monde fermait ses portes. Oui, qu'est-ce que les autres craignaient que non? Je suis fan de la chaîne. Merci beaucoup pour ta question, Léon. C'est vraiment bien de t'avoir ici sur Papo Furado avec nous. Et Fred et George, ils avaient quelque chose, tu sais. Tu sais ce que Fred et George avaient? De l'audace et de la joie. Ils étaient audacieux. Pendant que tout le monde fermait par peur, eux, ils faisaient des sucettes en forme de marque des ténèbres. Une fausse marque des ténèbres, là, tu vois. Ils vendaient, genre, en défiant les règles là-bas. Donc ils n'avaient vraiment pas peur. Ils savaient que les gens, à cette époque, avaient aussi besoin de rire, avaient besoin de raisons d'être heureux, avaient besoin de continuer d'une façon ou d'une autre. Alors ils continuaient là, sans peur, mec. Allons-y, Elliot Granger. Salut, Caro. Ça va? Ça va et toi? Avant la question, je voudrais dire que suivre ta routine en famille sur Instagram me rend très heureux et guérit mon enfant intérieur. Merci pour l'affection. Mais comment le basilic sait-il que la victime est un sang de bourbe? Ce titre n'est-il pas simplement péjoratif? Oui, c'est le cas. Il n'y a aucune différence entre un sorcier issu d'une famille entièrement sorcière et un sorcier né de Moldus. Aucune différence biologique, ce sont des sorciers identiques. Et le basilic n'obéit qu'à un seul ordre, en réalité, n'est-ce pas? Donc, il savait qui attaquer parce qu'on lui disait, on lui ordonnait d'attaquer telle personne. Dans ce cas-là, dans la chambre des secrets, comme Ginny écrivait tout dans le journal pour Tom Jedusor, et que Tom Jedusor apprenait des choses sur cette époque, il savait qui étaient les Némoldus. Donc, il attaque et ordonne à Ginny d'attaquer ces personnes. Ginny, possédée par Voldemort, commandait le basilic. Elle commandait le basilic et il attaquait ces personnes. Magic Miller, salut Okako, félicitations pour ton travail. Merci. On sait que c'est difficile de faire de la magie sans baguette. C'est vrai, c'est vraiment difficile. Et un sorcier peut-il invoquer un objet comme Harry l'a fait avec le balai lors du tournoi des 3 sorciers? Serait-il possible d'apprendre seulement le sort d'invocation sans baguette? Et alors, invoquer la baguette de là où il l'a rangée? Oui, Harry, j'ai compris que tu parlais de la façon dont Harry a invoqué le balai, n'est-ce pas? Là-bas, ce n'est pas qu'il conjure, mais faire de cette façon, conjurer au lieu de convoquer. Écoute, je pense que ce n'est pas impossible. Je pense que le sorcier peut, en effet, faire en sorte que le balai soit matérialisé.
Le balai peut apparaître là. Il vient d'un endroit qu'il connaît. D'abord, il doit savoir où se trouve le balai et faire ce sort. Mais ça doit être très très complexe. Maintenant, conjurer sa propre baguette, je ne sais pas. Je ne sais pas si la baguette suit le même principe que les autres artefacts magiques, mais je pense qu'elle peut être conjurée aussi. Je ne crois pas qu'il y ait de restrictions à ce sujet. Mais mec, tu peux dire que s'il y a 2 sorciers dans le monde capables de le faire, c'est déjà beaucoup. Tu vois, 2 ou 3 qui arrivent à le faire, c'est énorme. Ce chiffre, je l'ai complètement inventé, donc Philippe, d'accord? Philippe Kéros 4959. Salut Kako, ça va? Salut mec. Ça va et toi? Sait-on comment Bathilde a survécu jusqu'aux reliques de la mort avant que Nagini ne prenne son corps? Elle était déjà âgée quand Dumbledore était à l'école, la grande tante de Grindelwald. C'est absurde que ce soit une pierre philosophale. Les sorciers vivent beaucoup plus longtemps, non? Armando Dippet, qui était le directeur avant Dumbledore, il a vécu plus de 200 ans sans pierre philosophale, sans rien. Donc certains sorciers finissent vraiment par vivre très longtemps. Je ne sais pas si Bathilda a fait quelque chose, si elle a touché la pierre philosophale pour vivre un peu plus longtemps. Mais c'est vrai, elle était vraiment très vieille. Et je pense que le fait qu'elle soit la grande-tante de Grindelwald et qu'elle soit déjà un peu plus âgée alors que Dumbledore était encore adolescent, tu sais, qu'il était à l'école, ça ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de choses, parce qu'elle pouvait être vieille, mais pas non plus super vieille. Genre, je sais pas, elle pouvait être plus âgée, tu vois, genre, je sais pas, dans les 60 ans par là. Donc je pense que ce ne serait pas si étrange qu'elle soit là en 1997, avec un peu plus de 100 ans, tu vois. Dumbledore lui-même avait 116 ans quand il est mort. Enzo Félix. Ça va? Félicitations pour ton travail, ta chaîne est super. Merci. Comment s'est déroulée la bataille de la tour d'astronomie? Tu veux des détails? Comment s'est-elle passée? Harry revient avec Dumbledore de la grotte, tu vois, ils arrivent à Poudlard. Et les mange-morts envahissent, parce que Drago les laisse entrer. Alors il se passe un peu de grabuge là, les sorts volent dans tous les sens. Il y a des mange-morts qui meurent, parce qu'un mange-mort en touche un autre, avec l'Avada Kedavra. Et il rate la cible et touche le mange-mort. Bill Weasley est mordu par Greyback. C'est le chaos total là, tu vois mec. Ouais, c'est vraiment le bazar. Mais c'est une bataille qui ne dure vraiment pas longtemps, tu vois. Bien sûr, ici j'ai résumé tout ça très rapidement. Je te conseille de lire le livre, tu ne le regretteras pas, d'accord? Biaviana, salut Kako, ça va? Ça va? D'abord, ton travail est incroyable. Je te suis depuis des années. Petit cœur, merci beaucoup. Ma question est, pourquoi Severus Rogue est-il resté aux côtés d'Albus Dumbledore après la mort de Lily? Il a changé de camp pour la protéger. Après sa mort, qu'est-ce qui l'a poussé à rester avec Dumbledore? Eh bien, je pense que c'est surtout sa parole, non? Il a fait une promesse, alors il la tenait. Et je pense aussi qu'à cause du remords, du regret, il voyait cela comme une mission pour peut-être pas se racheter, mais compenser son erreur, tu vois. Rodrigo Guerra. Salut Monsieur Cardassi, je suis fan de la chaîne depuis des années. Merci mon ami. Je relisais les livres et je suis tombé sur une blague assez osée de Ron à l'adresse de Lila Brown pendant un cours de divination dans la coupe de feu. Tu avais déjà remarqué. Chapitre 13. Je peux jeter un œil à ton Uranus aussi, Lila? Oui, j'avais déjà remarqué cette blague coquine de Ron. C'est juste qu'en anglais, elle a plus de sens, non? Il dit comme ça, je peux jeter un œil à ton... Comment il dit? Ton Uranus? C'est un peu comme un jeu de mots, tu vois, ça sonne comme ton anus, hein, tu sais. Ouais, Ron est vraiment coquin. Il fait parfois des blagues vraiment nulles. Fabio Carreno. Salut Ducaco, ça va? Si un émoldu est empêché par ses parents d'aller à Poudlard quand il devient majeur, sachant qu'il est sorcier mais sans aucune information, y a-t-il un moyen de contacter le ministère et aurait-il la chance d'apprendre à contrôler la magie? Franchement, je trouve ça très difficile qu'un père ou une mère moldue ne veuille pas que leur enfant sorcier apprenne à contrôler sa magie, qu'il étudie, tu vois. Parce que tous les inconvénients de cela sont expliqués quand le sorcier leur rend visite pour leur annoncer. Maintenant, si l'enfant s'il n'étudie pas, s'il est interdit d'aller à Poudlard, les parents ont ce droit, d'accord? Mais bien sûr, s'il est sorcier, il pourra contacter le ministère de la magie, il pourra essayer de contrôler, pas à Poudlard, mais il pourra essayer, je sais pas, d'apprendre en privé avec quelqu'un d'autre, avec un autre sorcier, ou essayer de s'améliorer d'une autre manière, d'accord? Il n'y a pas que Poudlard pour apprendre à contrôler. Ici, Poudlard, c'est pour les enfants, ça non? Là, de 11 à 17 ans. Mais je pense qu'il doit y avoir un moyen, oui. Là, je dis que je pense, d'accord. Ce n'est pas sûr.
Je pense qu'il doit y avoir un moyen, oui. Le problème, c'est que si cet enfant n'apprend pas à contrôler, il va avoir des manifestations de magie et des choses qui deviennent incontrôlables. Et probablement que le ministère devra intervenir avant, tu vois. Lufanaflore. Salut Kako, ça va? Moi aussi je vais bien. Bisous à toi et à ta famille. Merci beaucoup. Je voulais poser 2 questions. Que penses-tu des cryptes maudites dans Hogwarts Mystery? Et à quel point as-tu hâte de voir la série? Je vais répondre à la plus simple d'abord. Je suis très impatient pour la série, je n'arrête pas d'y penser tous les jours. Je vais me coucher en pensant à cette série, je me réveille en pensant à cette série. Je suis très impatient. Concernant les cryptes maudites de Hogwarts Mystery, je trouve leurs histoires un peu trop superficielles. Donc elles ne me plaisent pas trop, tu vois. Je sais que c'est du contenu supplémentaire de jeu et tout, mais je ne trouve pas ça très cool. Je préfère quand c'est quelque chose d'un peu plus profond. Même celle de Hogwarts Legacy, c'est aussi une histoire un peu superficielle, tu vois. Ce n'est pas quelque chose de très approfondi, n'est-ce pas? Donc c'est sympa pour compléter, pour l'expansion de l'univers. Mais ce n'est pas quelque chose de super génial, non, à mon avis. SH Martins underscore Gryffindorria. Salut Okako, ça va? J'adore ta chaîne, merci pour ce travail incroyable, petit cœur. Merci beaucoup pour ton affection. En relisant La Coupe de Feu, je me demande si Ludo Bagman était sous l'Imperium. Au chapitre 9, le trio le trouve désorienté dans la forêt, ignorant ce qui se passait. Est-ce possible? Je pense que tu te trompes. Ce n'est pas Ludo Bagman qui le trouve désorienté dans la forêt, c'est Bartok Croupton Senior. Je ne sais pas si c'est ça, hein, si on parle de la même chose, d'accord? Laisse-moi vérifier ici dans la coupe de feu. C'est après avoir trouvé. Non, j'en suis sûr, ce n'est pas ça. Il ne le trouve pas au chapitre 9, d'accord. Très bien, au chapitre 9. Non, d'accord, 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 d'accord. J'ai compris ce que tu veux dire. Au chapitre 9, c'est pendant la Coupe du Monde de Quidditch. Attends. D'accord? Ben oui. Il rencontre le même Ludo Bagman. Non, il est juste stupéfait car la marque des ténèbres est apparue dans le ciel. C'était la panique totale, genre vraiment tout le monde était en panique là. C'est juste pour ça qu'il est abasourdi, il n'est pas sous le sortilège de l'Imperium, non. Ça n'a même pas trop de sens hein, de penser qu'il l'était. Parce qu'il l'était, non? Il faisait partie de cette organisation. Mais il était juste un peu fou, il n'était pas sous l'Imperium. Anajou a dit « Salut Okako, ça va ?» Ça va, et toi? Je voulais ton avis sur l'adaptation de Poudlard à la technologie actuelle. Il n'utilise plus de lettres, mais le Wi-Fi et apporte au téléphone et ordinateur à l'école, c'était autorisé. Les élèves utilisent ChatGPT? Non, ça n'est pas arrivé à Poudlard. Poudlard, la technologie ne fonctionne pas à Poudlard, ces technologies ne marchent pas. Même avec les avancées, les sorciers ont la magie, ils n'ont pas besoin de ces technologies. Elles sont complètement inutiles pour eux, tu sais. Peut-être que les némoldus qui sont introduits dans cette réalité dès le début de leur vie peuvent même avoir des réseaux sociaux, un téléphone portable et tout ça, mais à Poudlard, ça ne fonctionne pas. À Poudlard, ça ne serait pas très utile, n'est-ce pas? Donc ils ne peuvent pas emmener ça à Poudlard, ça ne marche pas, les sorts interfèrent avec la technologie. Et eux, sincèrement, je pense que pour les sorciers, ça ne fait aucune différence. Franchement, mec, ils ont des balais volants et peuvent parler via la cheminée en mettant la tête dans le feu. Alors, pourquoi utiliser un téléphone portable? Qu'est-ce que c'est ChatGPT pour eux? Alors qu'ils ont d'innombrables choses à étudier là-bas et qu'ils peuvent y faire arriver plein de choses. Arrête. Arrête! Quelle vie de merde ont les moldus comparé à celle des sorciers. Guy Gomez. Salut Kako, je suis fan. Merci, même si j'ai commencé à regarder ta chaîne l'an dernier. Pas de souci, un fan reste un fan. Mais bon, ma question est, un couple d'animagie sous forme animale peut-il tomber enceinte? Si oui, l'enfant naît-il humain ou animal? Petite question créative, hein? Mec, je pense que si les deux s'accouplent sous forme animale, il y a de grandes chances que les petits naissent sous forme animale. Car en prenant l'exemple des loups-garous, on sait que les loups-garous, ce qui est très rare, d'accord? Si les loups-garous, aussi bien la femelle que le mâle, s'accouplent pendant la pleine lune, alors qu'ils sont transformés, la femme va donner naissance à une portée de loups. Des loups, pas des loups-garous, non. Des loups bien plus intelligents que la normale, mais non agressifs comme les loups-garous, d'accord? Oui, d'ailleurs, il y a une portée comme ça qui a été relâchée dans la forêt, avec la permission de Dumbledore, dans la forêt interdite. C'est pour ça qu'il y a la rumeur qu'il y aurait des loups-garous dans la forêt de Poudlard. Ça n'a pas de sens d'avoir des loups-garous, n'est-ce pas? Parce que le loup-garou, il est, la plupart du temps, humain. Il n'y a pas d'humain qui vit là-dedans, dans la forêt, n'est-ce pas? De toute façon, en se basant là-dessus, peut-être que sous la forme d'animagus, ce serait aussi possible. Mais quelle question, hein? Gabriel Den. Salut Kako. Félicitations pour garder vivantes les discussions sur Harry Potter. Surtout moi qui n'ai pas beaucoup d'amis avec qui en discuter. Oh mec, non. On est là, on est ensemble mon pote. Viens ici, rejoins-nous et on t'écoute. Deuxièmement,
Si dans Harry Potter, un Dumbledore avait demandé une salle sur demande introuvable pour cacher la pierre philosophale, cela aurait-il fonctionné? Mec, c'est une question très hypothétique, non? Je pense que non, parce que la salle sur demande, elle apparaît toujours à ceux qui la découvrent. Et elle trouve toujours un moyen. Si quelqu'un veut vraiment chercher ce qui est caché là, il pourrait le trouver, tu vois. Donc je ne pense pas que ça marcherait. Parce que, comme Voldemort, il a essayé de cacher le Horcrux là-bas, pensant que personne ne le trouverait, et Harry le trouve tout simplement, tu vois. Donc je pense que non. Je pense que ça ne marcherait pas. Je pense, d'accord? Augustus, salut Kako, Augustus Roukoud. Salut Kako. En voyant tes rubriques sur les erreurs et les incohérences, penses-tu qu'il devrait corriger certains de ces points dans la série ou rester fidèle, même avec les erreurs? Merci, embrasse ta famille. Mec, je pense qu'il y a des petites erreurs là-dedans qui sont vraiment bêtes, qui ne changent rien à l'histoire. Mais il y a des choses qu'il serait bien qu'il corrige. Par exemple, celle dont je parle à propos de Tonks, qui se passe ici dans le 5e livre. Elle utilise de la magie et tout ça. Ou alors qu'il trouve un moyen d'expliquer ça, tu vois? Je pense que ce serait bien, oui. Certains, pas tous. Philippe, salut, Kako. Tout va bien pour toi? Kako, j'ai 2 questions pour toi, mon ami. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, les 2 équipes de Quidditch qu'on voit dans le chemin de traverse, ce sont les équipes qu'on voit dans la coupe de feu pendant la coupe. La deuxième question est, pourquoi la cicatrice de Harry ne lui fait mal que quand il est à Poudlard? Mec, non, ces équipes-là, si je ne me trompe pas, c'est les canons de Chudley, qui ont l'uniforme orange, et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est vert, non? Je ne me souviens plus de tête maintenant si ces 2 uniformes sont verts. Laisse-moi vérifier ici. Oui, c'est ça, c'est orange, c'est celui des canons de Chudley. Et ce vert rayé ici, je pense que ça peut être l'uniforme de celui qui a le trèfle. Comment il s'appelle, mec? Attends, je crois que c'est Kentucky, je ne sais pas. Ce n'est pas Kentucky. Qu'est-ce que Kentucky? Rien à voir. Je pense que c'est l'uniforme des Kenmurkestrels. Je crois que oui. Celui des canons de Chudley est orange. Donc ce n'est pas possible. Mais je pense que celui qui apparaît dans le film, rayé ici, c'est justement celui-là. Kenmurkestrels, je crois, d'accord? Je pense. Tu vois qu'il y a même les fanions dans cette partie du film-là. Il y a les fanions de Quidditch. Tu veux voir? Il y a les Montrose Magpies. Tu veux voir? Regarde. Il y a Puddlemere United, Montrose Magpies et Chudley Cannons. C'est Chudley Cannons? Non? Non, Bellicastle Bats, ce sont les 3 fanions qu'il y a là. Et l'uniforme est celui des Chudley Cannons, c'est ça. Et l'autre, c'est les Kenmurkestrels. Ce sont des équipes de la Ligue britannique de Quidditch. Lors de la Coupe de Feu, ce sont l'Irlande et la Bulgarie qui participent. Pourquoi la cicatrice de Harry ne le fait-elle souffrir qu'à Poudlard? En réalité, elle lui fait mal quand il se passe quelque chose. Quand Voldemort est énervé, en colère, ressent quelque chose ou même excité. Harry ressent la cicatrice, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Ça coïncide simplement avec sa présence fréquente à Poudlard, mais pas uniquement là-bas. Et du Gessler dit, Kako, ça va? Voldemort cherchait à utiliser les artefacts des fondateurs, mais n'a pas obtenu l'épée de Gryffondor. On oublie souvent le Choixpeau magique. Que se passerait-il s'il devenait un Horcrux? Est-ce que cela influencerait la répartition? Imagine seulement des Serpentards. Serpentard, 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 Serpentard. Mec, je pense que le Choixpeau, enfin non, Voldemort ne choisirait pas le Choixpeau pour en faire un Horcrux. Mais s'il l'utilisait, tu vois, s'il arrivait à le transformer en Horcrux, peut-être que ça pourrait influencer d'une certaine manière, tu vois. Surtout le Choixpeau, qui est un artefact avec une magie très spécifique, tu vois. Très conscient et tout, tu vois. Donc peut-être que ça l'affecterait, oui. Comment, je ne sais pas. Sousa Black, les seigneurs de la lune, Lunar, Queue de Verre, Patmol et Corndru demandent pourquoi Newt était-il à Poudlard lorsqu'il a été vu sur la carte du maraudeur. Quand Nagini est allée au château, apparaissait-elle sur la carte? Le fait que Newt soit sur la carte du maraudeur au château est juste un clin d'œil dans les films. J'aime imaginer qu'il y soit allé pour parler avec Dumbledore et aider dans l'affaire de l'hippogriffe. Ce serait génial, non? J'aime l'imaginer même si ce n'est pas forcément arrivé. Oui, si elle apparaîtrait sur la carte, eh bien peut-être. Peut-être qu'elle apparaît, je ne sais pas. Parce que si Queue de Verre, c'est-à-dire Peter Pettigrew, n'est ce pas, qui était un animagus transformé, apparaissait. Son nom apparaissait, elle qui un jour a déjà été humaine et maintenant est un serpent. Peut-être qu'elle apparaîtrait. Peut-être, je n'en suis pas sûr. Mais je pense que dans les reliques de la mort, quand ils prennent à la carte pour regarder, le nom de Nagini n'y est pas, non. Quoique l'invasion n'avait pas encore commencé. Si quand Hermione et Ron vont dans la chambre des secrets, ils utilisent la carte du maraudeur pour ça. Donc ils ne mentionnent rien du nom de Nagini là-bas. Donc ça reste ouvert. Edo Henrique,
La batterie de la caméra est presque vide, il reste 98 minutes d'enregistrement. J'essaie de faire au mieux pour qu'elle puisse lire les questions ici. Alors allons-y, Edouard Henrique, Crabbe et Goyle n'ont jamais rien retenu après leur réveil dans la chambre des secrets, et Malfoy n'a jamais su pourquoi ils avaient agi ainsi. Crabbe et Goyle étaient vraiment idiots. Je pense qu'ils n'ont même pas compris ce qui leur est arrivé là-bas. Et je pense que Malfoy était aussi tellement prétentieux, tellement arrogant, qu'il n'a même pas trouvé ça étrange, tu vois. Ce n'était pas un truc du genre « Waouh, jamais !» Je pense qu'il croit que jamais Harry et Ron ne seraient capables de le tromper comme ça, tu vois. Réal Luisi. Caco, ça va? Ça va. Pourquoi Harry n'a-t-il pas fabriqué une nouvelle baguette après avoir été innocenté? Bonne question, mais sa baguette était cachée dans le parapluie, il pouvait donc déjà l'utiliser. Je pense qu'il n'en a pas refait une pour cette raison. Dandy dans Nemo, Caco, que penses-tu de Bartocrouche Crouch Jr.? Il me paraît vraiment trop puissant. Il m'a semblé être le mange-mort le plus utile et polyvalent, réalisant ce que nul autre ne pouvait. À la place de Voldemort, je craindrais son évolution. Oui, je suis fan. Désolé, gros câlin. Ouais, moi, Bartocrouche Jr. était vraiment redoutable, je suis d'accord avec toi. C'était un mange-mort très complet. Et il était vraiment dangereux, donc il était vraiment très compétent. Pas au niveau de Voldemort, donc qui était un peu fou, mais je pense que c'était vraiment un grand mange-mort très complet. Diego de Duarte, 6339. Caco, si Voldemort est un descendant des Pévrel, qu'il a hérité de la pierre de résurrection, et que Harry a aussi hérité de la cape d'invisibilité, alors Harry et Voldemort ont un lien de parenté lointain, non? On va emmener ça chez Ratigno pour un test ADN. Je plaisante. Oui, Voldemort et Harry ont un lien de parenté lointain. Harry descend d'Ignotus Peverell, qui fait partie de sa lignée. Et Voldemort, une partie de sa lignée descend de Cadmus Peverell, avec la famille de Serpentard. Donc ils ont bien ce lien de parenté lointain. Le vrai Louis a envoyé une autre question. Salut Caco, ça va? Je travaille dans l'assistance sociale. J'ai côtoyé des enfants à problème. Dumbledore considère Voldemort comme défectueux dès le départ. Penses-tu que Riddle aurait changé si Dumbledore avait été plus bienveillant? Mec, non, car évidemment tout peut changer et influencer quelqu'un. Mais avec Voldemort, ce n'est pas à cause de la façon dont Dumbledore le traitait. Dumbledore a remarqué son comportement dès le premier contact et il l'a surveillé. Dumbledore ne le traitait pas mal, il ne le maltraitait pas. Il ne se laissait pas tromper par lui. Tom Jedusor était très apprécié à l'école par plusieurs professeurs, au point de tous les tromper. Mais Dumbledore n'a pas été négligent avec lui. Il ne l'a pas maltraité, rien de tout ça. Il a juste gardé un œil sur lui, tu vois. Et Tom Jedusor, aussi malin qu'il était, savait qu'il ne pouvait pas tromper Dumbledore. C'est pour ça qu'il craint Dumbledore, tu vois. Donc dans ce cas, je ne pense pas. Je pense que ça n'aurait pas été très différent. Caroline Camargo, salut Caco. J'adore ton travail et ta famille est la meilleure. Merci pour ton affection. Dans l'ordre du Phénix, quand Hagrid visite les géants et sauve son frère, il dit ne pas pouvoir utiliser la magie à son retour. Mais s'il a été innocenté dans la chambre des secrets, il ne pourrait pas réutiliser sa baguette? Ce truc avec Hagrid reste confus. Parce qu'il est en fait innocenté dans la chambre des secrets, tu sais? Il est prouvé qu'il n'était pas derrière les attaques. Maintenant, je ne sais pas si son innocence est prouvée dans le cas où il a été expulsé. Ça devrait l'être, c'est un fait. Mais je ne sais pas si c'est prouvé, tu vois. Il n'a rien à voir avec ça. Ce n'était pas Hagrid cette fois, et ce n'était pas Hagrid avant non plus. Ça aurait dû arriver, non? Parce que comme ça, il aurait pu utiliser à nouveau la magie. Ou alors, si lui, je sais pas, parce qu'il a été expulsé, même si c'était injuste, il ne pouvait pas faire de magie, parce qu'il a été expulsé trop tôt et maintenant il ne pouvait vraiment pas. Enfin, de nombreuses années s'étaient déjà écoulées. Ou alors il aurait besoin de faire une sorte de cours de rattrapage, de récupérer ça, tu vois. Je pense que l'idéal serait, honnêtement, que dès que son innocence a été prouvée, à l'époque où il a été expulsé, il aurait dû au moins être indemnisé par le ministère de la Magie. Je pense qu'il aurait dû être indemnisé par le ministère de la Magie, oui, et il aurait dû avoir le droit de terminer ses études. Je pense que c'est ce qui aurait dû lui arriver, tu sais. Ça aurait dû. Mais ce n'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé. Mais comme il a gardé sa baguette cachée là et tout, je pense que Dumbledore lui a appris. Des trucs un peu en parallèle. Je peux imaginer Dumbledore faisant ça, c'est juste une supposition, d'accord? Et là, dans la situation où il dit, on était surveillés et tout. Je pense que c'est surtout par précaution pour ne pas
Comme il savait que, tu vois, le ministère poursuivait tous ceux qui étaient liés à Dumbledore. Je pense que c'est juste une précaution de sa part, tu vois. Je ne peux pas utiliser la magie, vous le savez, c'est une précaution car il a été innocenté. Dans le deuxième livre, il est prouvé que ce n'était pas lui, n'est-ce pas? Maintenant, il obtient même le poste de professeur. Et il dit, ouais, n'est-ce pas dans? Il dit, grâce à vous, à Harry, à Ron et à Hermione. Au début du prisonnier d'Azkaban, lors de la première année scolaire, il dit, c'est grâce à vous que tout a été prouvé, non? Il devrait donc avoir la permission d'utiliser la magie. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas, je le répète, je ne sais pas si c'est parce qu'il était spécifiquement surveillé et poursuivi là, par, par les agents du ministère. Lui et Madame Maxime évitent d'utiliser la magie et tout ça. Ou alors c'est lui-même, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a été expulsé, tu vois. Enfin bref. Jean-Louis, vas-y Kako, ça va? Ça va? Et toi? J'ai une question que je me souviens d'avoir posée dans toutes tes vidéos il y a environ 6 ou 7 ans. Un sorcier peut-il utiliser l'Avada Kedavra sur lui-même? Regarde ça. Tu posais cette question il y a environ 7 ans, je m'en souviens bien, et il y avait toujours cette question. Et c'était la tienne, non? Ouais, j'ai toujours évité de parler de ce sujet parce que, bon, ce n'est pas un sujet sympa et on ne sait pas. Ceux qui nous regardent traversent différentes situations dans la vie, n'est-ce pas? Donc c'est un sujet avec lequel j'ai toujours été très prudent et que je n'ai jamais voulu mentionner comme ça. Je n'ai jamais voulu m'y plonger. Donc tu vois, on n'a pas d'informations à ce sujet. Tu sais, on n'a pas d'informations pour savoir si c'est possible. Mais bon, c'est un sortilège qui enlève la vie de quelqu'un. Donc peut-être qu'il peut être utilisé contre la personne elle-même. Et pour toi qui traverses des moments très difficiles, pour toi qui ressens le poids du monde et qui pense qu'il n'y a pas d'issue, appelle le Centre de valorisation de la vie. C'est un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où il y aura des personnes pour te parler, pour t'écouter. Tu n'es pas seul, souviens-toi de ça. Cherche de l'aide, n'aie pas honte. Ne pense pas que tu déranges la vie des autres, ce n'est pas le cas. Cherche de l'aide, d'accord? Le numéro est le 188, comme je l'ai dit. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux appeler, tu seras pris en charge. La prochaine question vient de U aux gens R. Bonjour Kako, félicitations pour ta chaîne et merci. Si Fred et George sont sur la même aiguille de l'horloge des Weasley, que se passerait-il si seulement l'un des deux était en danger de mort? Tu vois, quelle question intéressante, n'est-ce pas? Écoute, si je ne me trompe pas, le fait que l'aiguille de Fred et de George soient ensemble, c'est un truc du film, d'accord? Ce n'est pas dans le livre. Dans le livre, il y a 9 aiguilles, une pour chaque enfant. D'après ce dont je me souviens. Voilà. Madame Weasley a regardé l'horloge à carillon dans le coin de la pièce. Harry aimait cette horloge. Elle était complètement inutile si quelqu'un voulait connaître l'heure. Mais pour d'autres choses, elle était très informative. Il y avait 9 aiguilles dorées et sur chacune était gravé le nom d'un Weasley. Le cadran n'avait pas de chiffres, seulement les emplacements de chaque membre de la famille. Il y a 9 aiguilles, une par personne. C'est clairement indiqué dans la coupe de feu, non? Dans la coupe de feu, lors de sa nouvelle description. Où Madame Weasley regarde l'horloge. D'accord? Donc il y a bien 9 aiguilles dans le livre. Dans le film, les deux apparaissent ensemble. Victor, qui n'est pas Krum. Salut Kako, ça va? Et j'ai des questions concernant le Patronus. Est-ce qu'il peut être une créature magique? Si oui, peut-il être une créature maléfique, comme un basilic? Le sorcier peut-il être lié à elle? Peut-il s'agir d'un humain, puisqu'il est un animal? Ou d'une espèce disparue, comme le dodo? Ta question est intéressante. Et oui, cela peut être des créatures magiques, même si elles sont rares. Dans le test sur Pottermore que les gens font, il y a des dragons, il y a même un sombral comme Patronus. Oui, le Patronus d'Albus Dumbledore est un phénix, donc ça peut effectivement être une créature magique. Une créature éteinte, je pense que c'est peut-être possible aussi. Mais un humain, je ne pense pas. Même si biologiquement c'est considéré comme un animal, je ne pense pas. D'accord? Il n'y a aucune information à ce sujet. Nox, 2-8, Edironox, 2181-7. Salut Ankako, ça va? Ça va et toi? Que se passerait-il si quelqu'un traversait le voile du ministère de la magie avec des affaires inachevées et la peur de la mort? Irait-il dans l'au-delà ou deviendrait-il un fantôme? Et si un fantôme traversait? Pourrait-il dire ce qu'il y a là-bas ou resterait-il coincé? C'est totalement hypothétique. On n'a aucune info à ce sujet. Mais qu'est-ce que je pense qu'il se passerait? Oui, la personne qui passe le voile de la mort et qui doit devenir un fantôme, elle deviendra un fantôme. Ça ne veut pas dire qu'elle saura ce qu'il y a de l'autre côté, tu comprends? Parce que le fantôme, il ne connaît pas ce qu'est la mort. L'impression reste derrière, tu vois. Son impression, l'impression de ce qu'il a été de son vivant, reste derrière. Et si le fantôme passe le voile, je crois qu'il n'y a pas d'autre côté pour lui.
Il va passer et il va sortir de l'autre côté, qui est le côté visible pour tous ceux qui sont dans la pièce. Tu vois, le voile, non? Il y a l'arche qui est le voile. Et alors, celui qui passe vivant meurt. Mais celui qui est déjà mort et qui passe, il va traverser de l'autre côté là. Il ne va pas forcément de l'autre côté, dans l'au-delà. C'est ce que je pense, d'accord? Je pense, je ne sais pas. Mail de Marc. Hé, Kako, ça va? Ça va et toi? Je vais bien aussi. Et j'ai une question sur l'ordre du phénix. Pourquoi, madame? Weasley a lancé le fadicida sur les fées mordantes, comme Hermione dans la Chambre des Secrets. Comment Remus buvait-il dans les coupes en argent de la famille Black en étant loup-garou? J'adore ta chaîne. D'abord, l'argent ne présente aucun danger pour les loups-garous dans le monde de Harry Potter. Oui, d'ailleurs, pour refermer une blessure causée par un loup-garou, il faut un mélange de poudre d'argent et de dictame. Au contraire, ça fait du bien. Elle a utilisé Fadécida ou Fadicida parce qu'elle avait ce produit et voulait s'en servir, tout simplement. Ce n'est pas parce que Hermione a utilisé Immobilus que tous doivent faire de même. C'était l'approche d'Hermione. Elle a utilisé le sort Immobilus sur les lutins et c'était fini. Maintenant, Madame Weasley avait du Fadicida. Elle utilisait du Fadicida. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison extraordinaire à ça. Ce sont simplement des choix différents. Josué Santos. Salut Kako. Ça va? Ça va? Et toi? Je suis ta chaîne depuis des années et c'est ma deuxième question ici. Merci beaucoup. Combien de temps dure le sortilège de l'Imperium? Est-ce qu'elle a une limite de temps? La cible touchée par elle peut-elle être contrôlée pour le reste de sa vie? Ou y a-t-il une date d'expiration? Est-il possible de briser cette malédiction? Cette question est vraiment cool, mec. On voit que Harry résiste mieux au sortilège de l'Imperium pendant les cours dans la Coupe de Feu, réussissant à y résister. Au cimetière, il résiste aussi lorsque Voldemort lui lance la malédiction. Maintenant, cela peut aussi arriver, ça ne veut pas dire que le sort a une date d'expiration. Mais la personne qui est sous la malédiction peut commencer à résister. Cela dépend beaucoup de deux facteurs, à la fois du lanceur et de la personne qui est dominée. Tu sais, hein, si la personne commence, si elle arrive à commencer à résister, selon la force qu'elle a pour résister, elle pourra d'une certaine manière sortir de la malédiction, mais ça n'est pas facile, d'accord? Cela arrive avec Barto Crouch Senior, par exemple. Il arrive à s'échapper, mais il est déjà complètement confus, complètement abruti, à cause du temps qu'il a passé sous la malédiction. Mathus Souza. Bonjour, sais-tu me dire quel objet Airpo l'infâme a utilisé pour stocker une partie de son âme? Une bague? Un collier? Mon ami, je ne peux pas te dire, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Marcio Dassi. Salut Kako, tout va bien. Je suis ta chaîne depuis des années. Ton travail est fantastique. Merci. La question, après la bataille de Poudlard, le trio d'or et les autres sorciers ont-ils tous reçu l'ordre de Merlin? J'ai toujours eu ce doute. Écoute, je ne sais pas si tous les sorciers l'ont reçu, mais je sais que Minerva McGonagall, par exemple, a l'ordre de Merlin. Je pense que le trio l'a aussi. Laisse-moi vérifier. On sait que Lupin l'a reçu à titre posthume, Minerva l'a reçu aussi. Mais il n'y a pas de confirmation que Harry l'ait reçu. On sait qu'ils ont été honorés sur les cartes de Choco-Grenouille. Ron, Harry et Hermione. C'est bien ça. Pour Harry, Ron et Hermione, on ne sait pas s'ils l'ont reçu. Ils ont sûrement dû la recevoir, mais aucune confirmation. On sait seulement qu'ils figurent sur les cartes de Choco-Grenouille. Rafa 16 Vieira. Salut B, Kako. Ça va? Oui, et toi? J'ai été ravi de te voir à la Comic-Con 2024, merci pour ta gentillesse. Au Quidditch, le vif d'or termine le match. Existe-t-il d'autres manières de finir un match ou uniquement avec le vif d'or? Y a-t-il un record du match le plus long? Écoute, il est possible de terminer le match sans le vif d'or, à condition que les capitaines se mettent d'accord. Ou alors, cela dépend du championnat. Par exemple, lors des phases qualificatives des coupes, comme la Coupe du Monde, les premiers matchs là, ils durent seulement 4 heures. Donc il arrive que le vif d'or ne soit pas attrapé, qu'il n'y ait pas de vif d'or attrapé. Et alors, c'est l'équipe qui gagne en cas d'égalité. À la fin là, en cas d'égalité, le match peut se terminer sur un match nul. Mais à la fin, le classement là, il sera décidé s'il y a égalité de points. L'équipe ayant attrapé le plus de vifs d'or l'emporte, ou en cas d'égalité, celle avec les captures les plus rapides. C'est alors l'équipe nationale, non? Désormais, dans d'autres championnats hors Coupe du Monde, les capitaines peuvent décider et clore le match. Par exemple, ils peuvent décider de terminer en cas d'égalité, même si c'est rare car ils veulent gagner. Mais cela peut arriver, tu comprends. Ça peut se passer ainsi. Et le record du match le plus long, c'est celui qui a duré 3 mois. Je crois que c'était 3 mois. Oui, il y a même une carte de Harry Potter TCG qui est la partie de 3 mois. C'est la plus longue qui ait eu lieu. Camilla Petruccelli. Salut Kako. Ça va? Ça va et toi? J'adore ton travail. Félicitations. Merci. Pourquoi l'ordre du Phénix a-t-il tant fait pour empêcher Voldemort d'obtenir la prophétie? Savoir tout le contenu changeait-il vraiment? Arthur a risqué sa vie inutilement au département. Mais oui, cela comptait. Oui, Voldemort voulait.
Il voulait vraiment connaître la prophétie pour la comprendre entièrement et voir ce qu'il avait laissé passer. Et pourquoi c'était si important, n'est-ce pas? Oui, mais après qu'elle soit brisée, il laisse un peu tomber. Il dit quelque chose comme: bon, c'est cassé, mec, c'est fini, tant pis. On va devoir chercher d'autres moyens, tu vois? Tellement qu'il devient obsédé par l'histoire de la baguette de Suro. Et il laisse un peu de côté cette histoire de prophétie après, non? Pour lui, c'était important, oui. Donc tout progrès qu'il aurait pu faire concernant des informations sur Harry devait vraiment être contrecarré. Alors, l'Ordre du Phénix a fait de gros efforts pour ça. La prochaine question vient de Joao Mateus. Salut Kako. J'ai deux questions. Severus Rogue, adulte, gardait-il contact avec Lily? Peut-être aimait-il davantage les souvenirs qu'il avait d'elle qu'elle-même, car les gens changent. Dolores connaissait-elle personnellement Lord Voldemort et Bellatrix? Non, elle était surtout pleine de préjugés et méchante. Elle était ainsi un vrai puits de préjugés. Tu vois, elle en avait tant qu'elle s'alignait avec Voldemort sans même être sa partisane. Et concernant Severus Rogue à l'âge adulte, a-t-il eu des contacts avec Lily? Probablement pas, mec. Parce que Lily, après qu'il l'ait traité de sang de bourbe, elle a complètement coupé les ponts avec lui et n'a pas accepté ses excuses. Donc il n'y avait plus de contact. Dans l'histoire, c'est ce qu'on sait. Malice Rodrigues. Salut Kako. Merci pour l'opportunité de poser des questions. Mais non, c'est moi qui te remercie d'en envoyer. On a vu que la magie des elfes est différente quand Créature s'est échappée de la caverne, car Régulus l'a renvoyée. Si un sorcier lançait une malédiction impardonnable sur un elfe et que son maître lui ordonnait de résister, réussirait-il? Pour moi, ce sont des choses différentes. Qu'il sorte d'un lieu protégé contre le transplanage et le contourne car il est un elfe, c'est différent de résister à une malédiction. Il peut essayer de résister, oui, mais réussira-t-il? C'est autre chose. Tu ne peux pas résister à une malédiction de mort. Pour la malédiction du supplice, le sortilège de Cruciatus, même en résistant, il ressentira la douleur. Résister n'annule pas l'effet du sort. Il peut tenter à cause de l'ordre, mais j'ignore s'il réussira. Daniel Philo. Pourquoi l'Orcrux du journal était-elle différente des autres? Elle persuade. Tu sais si un autre sort a été utilisé sur le journal? Mec, le journal, ce n'est pas juste l'Orcrux. Il est aussi enchanté. Il l'était déjà pour persuader et tout. Et il contient les souvenirs de Tom Riddle, tu vois. Ouais, donc en plus de ça, il y a l'Orcrux. Donc c'est la combinaison des deux choses. Mais le journal a aussi beaucoup d'importance parce que c'est un Horcrux, tu vois. Ce n'est pas seulement le sort de persuasion qu'il y a. Non. Lui et Ryan, que s'est-il passé avec la maison que Sirius a donnée à Harry? L'a-t-il vendue ou en a-t-il fait autre chose? On n'a pas d'infos officielles à ce sujet. Harry n'en voulait pas. Il n'avait aucun bon souvenir de cette maison. Justement parce que Sirius s'y sentait enfermé. Parce que Sirius n'y a pas eu une bonne enfance. Donc quand il hérite de la maison, il dit même qu'il pourrait continuer à l'utiliser comme quartier général de l'ordre, qu'il n'en voulait pas, tu vois. Et Dumbledore dit que ce n'était pas possible de l'utiliser. Enfin, il y avait des raisons pour lesquelles ce n'était pas possible de l'utiliser. Sachant qu'Harry s'en fichait et avait de l'argent, alors sûrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mec. Il a dû laisser tomber cette maison. Qu'a du brasse? Dis-moi, Kako, je suis ta chaîne depuis de nombreuses années et tu m'as donné envie de lire Harry Potter après être devenu adulte et c'est la meilleure chose que j'ai faite. C'est génial, mec. Je suis content de lire ça ici, d'accord? Ma question est-ce que le monde des sorciers s'inspire des créatures magiques pour créer et développer des sorts, comme les elfes, les phénix, les sombrales? Mec, c'est une bonne question. Et donc peut-être qu'il s'en inspire, d'accord? On n'a aucune mention officielle à ce sujet, mais qui sait? Oui, ils peuvent le faire. De nombreuses créatures possèdent des propriétés magiques fascinantes, n'est-ce pas? Je pense que, tout comme certains sorciers étudient les animaux et leurs propriétés, d'autres doivent appliquer ces connaissances à des domaines de la magie. Cela aurait du sens. Mathéus et Midio, tu penses que la mère de Harry a utilisé de la magie ancestrale pour protéger Harry, comme dans Hogwarts Legacy? Écoute, c'est un fait que Lily a utilisé une magie ancienne. La magie ancestrale de Hogwarts Legacy? Je ne sais pas si c'était forcément celle-là, tu vois. On sait que dans Hogwarts Legacy, il y a cette magie ancestrale, mais c'est un type de magie ancestrale. Le protagoniste a le don de voir les traces de cette magie ancestrale. Ça ne veut pas dire que la magie que Liliane a utilisée soit celle-là, tu comprends? Elle a fait un sacrifice qui est une magie ancienne. Enfin, oui, mais pas forcément celle-là. Aline Pires, Harry aurait-il pu devenir un obscurial parce que sa tante et son oncle n'aimaient pas la magie? Je ne pense pas. L'essentiel chez un obscurial, c'est de connaître la magie et vouloir la réprimer. Harry l'ignorait, il ne savait pas qu'il était un sorcier. Il n'essayait pas de fuir ça, ni de le cacher, parce qu'il ne savait même pas ce que c'était. Il savait que des choses étranges lui arrivaient, mais jusque-là, ça allait. C'était un mystère pour lui, il n'en avait vraiment aucune idée. Mais réprimer au point d'avoir un obscurus en lui, non. Anna Viera. Salut, hein, Kako? Ça va? Ça va et toi? J'ai toujours eu ce doute.
comment le loup-garou passe-t-il d'une apparence humaine normale comme Lupin à une apparence plus bestiale comme Greyback? Merci de maintenir le monde des sorciers vivant pour nous. J'adore ton travail. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Waouh, je suis pratiquement par terre avec cette chaise déjà. Merci beaucoup pour ton affection. Greyback, lui, n'attaque pas seulement pendant la pleine lune. Il attaque même quand il n'est pas transformé en loup-garou. Juste pour le plaisir d'attaquer, tu vois. Donc il se transforme petit à petit. Plus il laisse l'animosité prendre le dessus, plus il devient comme ça. Et notre dernière question, enfin, vient de Gigi Lovegood. Gigi Lovegood. Kako, pardonne-moi si la question est répétée. Non, je ne vais pas te pardonner. Une question n'a jamais été répétée dans le Papo Furado et ce ne sera pas le cas maintenant. J'ai regardé tous les Papos Furado d'affilée et je n'ai rien vu. Par exemple, j'ai préparé une potion polynectar. J'ai posé le verre sur le comptoir et mon chat l'a bu avant que je puisse l'en empêcher. Est-ce que l'inverse peut arriver avec Hermione? Ou au pire, il serait juste malade? Écoute, ton chat aurait été très mal, tu sais. La potion polynectar ne marche que sur les humains, c'est pour ça que ça s'est mal passé avec Hermione. Quand elle met le poil du chat, tu vois, et que ça fait ce bazar-là. Mais je ne sais pas si le chat aurait une apparence presque humaine, un peu déformée. Je pense qu'il serait vraiment mal en point, mais je ne sais pas, tu vois. On n'a aucune idée de ce qui se passerait. Ce côté-là, cette perspective n'a jamais été abordée. Donc voilà mes sorciers, c'était cet épisode spécial de Papo Furado avec 100 questions. Si tu as envoyé ta question, ne t'inquiète pas. Elle finira par apparaître ici. Tu as vu que celles-ci, la plupart viennent de 2024. De la toute fin de 2024, début 2025, mes amis. Donc il y a encore beaucoup de questions à répondre, d'accord? Et rappelez-vous, les questions répétées envoyées trop près de l'épisode, ce n'est pas possible. Elles vont au fond, même si elles ont été posées avant. Dans cet épisode-ci, il y avait plusieurs questions plus récentes qui étaient répétées. Par exemple, dans l'épisode précédent de Papo Furado avec 100 questions, il y avait déjà 7 questions. Je ne peux pas répéter cette question dans un épisode juste après. Alors mes amis, elle va au fond, d'accord? C'est pour ça que je vous recommande, regardez les épisodes avant d'envoyer votre question. Ne restez pas à attendre trop longtemps pour elle. Mais si ça ne vous dérange pas et que vous voulez attendre, alors c'est à vous de voir. Juste un détail, les gars. Oui, je dois rappeler que même si le public de cette chaîne regroupe des fans de Harry Potter devenus adultes, il y a aussi de nombreux enfants. Certains regardent ici, surtout des fans de Harry Potter déjà parents, comme moi qui regardent avec leurs enfants. Donc il y a certaines petites questions, disons un peu plus délicates que vous posez, et que je ne peux pas inclure dans l'épisode. Donc sachez que si vous envoyez une question et qu'elle est un peu trop lourde, elle n'apparaîtra pas. D'accord les gars, elle n'apparaîtra tout simplement pas. Je m'excuse pour ça, mais c'est par respect pour le public qui regarde le chaudron percé. D'accord? Il y a aussi des enfants qui regardent d'ici. Donc voilà, c'est une chaîne familiale. On se retrouve dans le prochain épisode ici du chaudron percé, et d'ici là, mal feito feito.